que j'étais cordiste intérimaire. Je passe chef d'équipe, ensuite chef de chantier, conducteur de travaux, chargé d'affaires. J'ai de bons résultats, je fais gagner beaucoup d'argent à l'entreprise. Il y a eu un déclic. Je suis allé frapper à la porte d'une banque et que je leur ai dit que je veux racheter l'entreprise dans laquelle je travaille. Aujourd'hui, c'est plus de 500 collaborateurs, plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je détiens 98% du capital de mon groupe. La clé, c'est d'écouter les besoins du client. En fait, c'est une relation de confiance d'être un bon vendeur. Et c'est avant tout de comprendre ce qu'a besoin la personne qui est en face de toi pour que toi, tu sois capable de lui délivrer dans les meilleures conditions. Et donc, la première étape, c'est déjà d'être dans une logique d'exemplarité. Être le sponsor de ces process et faire ce à quoi on croit. Le client, c'est la clé des entreprises qui réussissent. Et donc, il faut que les process, ils soient dans une logique de mieux servir son client. Et en fait, quand on est client-centrique dans ces process, on se trompe pas. Tu es sous la Tour Eiffel, tu vas faire cette mission. Qu'est-ce qui se passe juste après? Comment on a le droit de tout se dire, Alec, ou pas? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois aujourd'hui, bien accompagné avec Xavier Rodriguez. Comment tu vas? Je suis en pleine forme et merci de l'invitation, Alec. Eh bien écoute, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Tu as un parcours hors du commun, on va en parler. Je vais rapidement te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Xavier Rodriguez, PDG et CEO du groupe Jarnias, leader français des travaux en hauteur et d'accès difficile. Entré chez Jarnias, du coup, il y a 14 ans de ça, comme technicien cordiste. Tu étais ouvrier intérimaire, tu as passé tous les paliers jusqu'à en devenir aujourd'hui le président directeur général. On parle aussi d'un rachat du groupe en 2025, devenant actionnaire à 98%. Jarnias aujourd'hui, c'est plus de 500 collaborateurs, plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 14 acquisitions sectorielles entre 2020 et 2025, des projets emblématiques notamment comme la sécurisation et restauration de la cathédrale Notre-Dame à Paris après l'incendie de 2019, des interventions techniques sur la Tour Eiffel et maintenance d'infrastructures stratégiques, la pose des anneaux olympiques, également à la cérémonie des JO sur les toits de Paris et de la Tour Eiffel, et des interventions notamment dans les centrales nucléaires ou autres, pour ne citer que ça. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on passe d'un job intérimaire à PDG d'une boîte et d'un groupe comme Jarnias? J'ai envie de te répondre qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Moi, la seule chose que j'avais, c'était envie de travailler, et envie de travailler dur, et peut-être un peu plus que les autres, en fait. Et l'idée, c'était de me dire, en fait, j'ai beaucoup de chance. Je me rappelle d'ailleurs le premier jour où j'arrive au pied de la Tour Eiffel, et que je me dis qu'en fait, j'ai une chance qui est assez incroyable. On me donne une chance de pouvoir travailler sur ce monument, qui est un espèce de Graal quand on est cordiste. Alors, tu sais, cordiste, c'est d'intervenir suspendu à des cordes de partout où il est difficile d'accéder. Et donc, moi, ça faisait quelques années que j'étais cordiste, quelques années que j'étais cordiste intérimaire. Et donc, j'arrive au pied de la Tour Eiffel. Et là, je me dis, en fait, j'ai une chance incroyable, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc, il y a des choses assez simples. C'est que je me disais, par exemple, il faut que j'arrive avant les autres. Il faut que je parte après les autres. Et je me rappelle, j'arrive là-bas et on est en 2010. 2010, c'est un temps exécrable. On a un hiver qui est horrible. Moi, j'arrive en janvier. En fait, il fait extrêmement froid. Et je vois dans mon équipe, en fait, des gens qui passent une semaine, 2 semaines et qui partent tellement les conditions sont difficiles. Et je me dis à ce moment-là, en fait, si je suis celui qui reste, j'ai déjà quelque chose en plus que les autres. Et je me dis, en fait, il faut juste que j'arrive peut-être à tenir sur la durée. Et ça a été un peu ça ma logique, c'était de dire, en fait, de faire peut-être un peu plus que les autres, de faire des choses qui étaient un peu plus difficiles. Et donc, en fait, mon parcours, il est essentiellement lié à une logique de progression et de travail. Moi, je suis, même encore aujourd'hui au quotidien, je suis un artisan. Je fais des opérations de build-up, je fais de la croissance, etc. Mais en fait, j'ai besoin de faire les choses. J'ai besoin d'en faire beaucoup pour arriver à comprendre comment ça marche. Et en fait, mon évolution, elle est aussi liée au fait où je travaille peut-être plus que les autres. Très vite, en fait, j'ai compris que si je voulais y arriver, la seule chose que j'avais, c'était ma force de travail et le temps que j'avais à y consacrer. Et donc, en fait, j'ai peut-être travaillé un peu plus que les autres et j'ai travaillé plus longtemps. Quand on fait 2 journées en une, on va normalement des fois 2 fois plus vite que ceux qui font qu'une journée en une. Cette soif de la gagne, cette flamme que tu l'as toujours eue? Je crois, en tout cas, plus loin que je me souvienne, ouais, je joue pour gagner, en tout cas. Je joue pas pour participer. D'ailleurs, ça a été pour mes enfants. J'ai 2 grands enfants aujourd'hui. Pour eux, c'est difficile parce que quand on jouait aux jeux de société, et en fait, on avait un jeu, c'était le Uno. On jouait tous au Uno. Mais moi, je jouais pour gagner, quoi. Pas de cadeaux qu'ils aient 5, 10, 15 ou 20 ans. Alors maintenant, la difficulté, c'est qu'ils sont devenus hyper bons. Et pour gagner face à eux, c'est compliqué. Mon fils joue très très bien aux échecs. Et en fait, c'est très difficile de jouer avec lui parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, il me gagne, quoi. Ok.
Et à ce moment-là, donc, tu es en bas de la Tour Eiffel. Ouais. Tu regardes ce monument incroyable. Tu te dis que tu as de la chance. Tu te dis que toi, tu vas rester plus longtemps que tous les autres et que tu vas faire partie du top 1% de ceux qui ont tenu. C'est à ce moment-là que tu as le déclic et que tu te dis que tu vas vouloir gravir les échelons les uns après les autres, ou il y a d'autres choses qui ont créé cette volonté, cette envie de monter les échelons de cette entreprise spécifiquement? En fait, je me pose pas la question de monter les échelons. Il n'y a pas un plan avec beaucoup d'ambition en me disant en fait je vais devenir dirigeant. En fait, vraiment, je me dis que si je fais correctement mon travail, que je travaille dur et que je suis performant, en vrai, ça va marcher. Et en fait, cette logique-là, je la répète depuis longtemps et j'essaye vraiment d'être dans cette logique de bien faire les choses. Chaque poste que je fais, j'essaye de le faire du mieux possible et d'être le meilleur dans mon domaine. Aujourd'hui, je dirige un groupe de BTP et en fait, j'ai envie d'être le meilleur dirigeant d'un groupe de BTP du monde. C'est ça le projet que je défends. Et pour le coup, en fait, comme c'est quelque chose qui est difficile à atteindre et qui est long et qui en plus, en fait, on n'a pas des métriques qui sont très claires par rapport à ça, ça t'oblige perpétuellement à progresser. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai payé mes études en travaillant, etc. Et je faisais des inventaires dans les grandes surfaces le soir, la nuit, en fait, quand les clients sont pas là, en fait, et ça me permettait le lendemain matin d'aller en cours. Et en fait, je me rappelle que même au moment où en fait je faisais les inventaires, j'essayais de comprendre en fait comment je pouvais optimiser mon temps de travail, comment en fait je pouvais comprendre comment être plus performant. Et en fait, au bout du deuxième ou troisième inventaire, en fait, ils m'ont proposé un poste de chef d'équipe en me disant en fait tu vas gérer une équipe de personnes qui va faire les inventaires, etc. quoi. Et donc en fait ma logique elle a toujours été là-dessus, c'est en fait comment on arrive à transformer ce qu'on fait. On fait pas toujours des choses qui nous plaisent, mais comment en fait on arrive à faire en sorte que ces choses qui nous plaisent pas ou même qui sont difficiles, on arrive à en retirer quelque chose. Faire plus avec moins, augmenter la rentabilité, être performant, Exactement. être le meilleur, c'est quelque chose qui te caractérise plutôt bien. Donc tu es sous la Tour Eiffel, tu vas faire cette mission. Qu'est-ce qui se passe juste après? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on me recommande, quand on fait bien son travail, et quand en fait on en fait plus que les autres, globalement, c'est assez facile d'être recommandé. Si on tombe pas sur des sales cons, globalement, en fait, les gens avec qui tu accompagnes à leur créer de la richesse, en fait, assez facilement, en fait, ils ont envie de pouvoir t'accompagner et t'aider et te faire progresser et te faire évoluer. Moi, on m'a rien donné, mais par contre, je suis tout allé chercher, je suis tout allé gagner. Et je suis allé le gagner, en fait, par le goût du travail, vraiment avec ce goût de l'effort. Alors, ça nécessite quand même des sacrifices parce que j'habitais pas à Paris. D'ailleurs, les premières fois où je monte à Paris, moi, je m'en rappelle très bien. Et pourquoi je monte à Paris les premières fois? Je travaille pas pour cette entreprise, je travaille pour une autre entreprise qui fait aussi des travaux d'accès difficiles. Je monte à Paris parce que je suis intérimaire et que partout en France, en fait, il y a moins de travail. Et là où il y a du travail, c'est à Paris. Et donc, je monte. À l'époque, j'ai une Volvo Break et je dors dans le coffre de ma Volvo pour essayer de faire quelques économies sur mon salaire, etc. Tu sais, quand on est un ouvrier du bâtiment, en fait, on essaie de faire des économies un peu de partout pour essayer de faire en sorte que son salaire soit un peu plus important. Donc, je dormais dans ma voiture, mais dormir dans sa voiture à Paris, en vrai, c'est quand même pas tout à fait idéal. Et si je te parle de ça, c'est parce que pour moi, c'est quelque chose d'important de se dire qu'en fait, vu qu'on n'a pas d'autre chose à faire que de travailler, moi, quand je travaille à Paris, en fait, il faut que j'en fasse plus. C'est-à-dire que le temps que j'ai disponible, il faut qu'il soit consacré le maximum possible, en fait, à ce qui va me permettre de progresser. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, en tout cas, je crois, d'y arriver, c'est de travailler beaucoup plus que les autres et d'être vraiment dans une logique perpétuellement d'apprentissage et essayer de bien faire. En fait, vraiment la volonté de bien faire. À chacun des postes, je voulais avoir, tu sais, l'affiche qui était placardée au mur en disant c'est l'ouvrier du mois, c'est le chef d'équipe du mois, etc. Et à chacun des postes que j'ai fait, j'essaye en permanence, en fait, d'être la meilleure version de ce que ça peut exister comme poste. Ouais. Complètement. Donc là, tu finis cette mission, tu as une opportunité, tu es recommandé, tu rejoins le groupe. Ouais, en tant que salarié. En tant que salarié. À quel poste et quelles sont les différentes étapes pour gravir les échelons les uns après les autres? Ouais, en fait, toujours ouvrier. Et en fait, je passe vraiment par tous les postes opérationnels. C'est-à-dire que j'arrive en tant qu'ouvrier salarié cette fois-ci. Et puis ensuite, je passe chef d'équipe. Ensuite, je passe chef de chantier. Je passe conducteur de travaux. Je passe chargé d'affaires. Et en fait, il y a un moment de bascule avec ce poste de chargé d'affaires. Sur les chantiers, c'était quelque chose que maintenant je maîtrisais bien parce que ça faisait quelques années que je faisais ce métier. Et donc, j'avais quand même des compétences spécifiques. Et puis, j'arrive sur la Tour Eiffel parce que j'étais passionné de structures métalliques aussi. Et donc, je montais des pylônes pour la téléphonie mobile, etc. Donc, j'avais déjà une expérience, en fait, en tout cas de l'acier, des grands pylônes, etc. Et en fait, la bascule, elle se fait donc
progresser, c'est assez facile à cet endroit-là parce que je maîtrisais déjà quelques clés, etc. Et quand on en fait un peu plus que les autres, on nous donne plus de responsabilités. La chose juste là-dessus qui est importante, c'est que, par contre, j'ai fait toujours le job d'après avec le salaire d'avant et les compétences d'avant. Et donc, en fait, il fallait, en tout cas, moi, ma logique de progression, tu vois, si tu veux des tips, c'est de me dire, en fait, le poste, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parte ou en fait, qu'il y ait une opportunité pour que je puisse le prendre. Parce qu'on m'attendait pas comme un Messi. On me disait pas, en fait, on attend que tu sois là et que tu sois arrivé pour faire en sorte, en fait, que ce poste existe, etc. Donc, j'ai toujours dit, en fait, moi, je veux bien prendre le poste et toutes les difficultés qu'il y a avec dessus. Je reste à mon ancien salaire et puis si ça marche, en fait, on m'augmentera et on passera à l'étape d'après. Et ça, en fait, c'est une forme d'investissement sur soi-même et une forme d'investissement de l'apprentissage. Et je crois beaucoup à ça. Et vraiment, il y a eu un déclic au moment où, en fait, je passe chargé d'affaires. Parce que je vais voir le patron, qui est, à l'époque, en fait, une petite PME artisanale et qui, en fait, n'a pas beaucoup de standards, qui n'a pas beaucoup de volonté de croissance, etc. Et moi, je sens qu'on peut faire un truc assez dingue. Je sens qu'on peut vraiment faire exploser cette entreprise, qu'on a des compétences clés, etc. Enfin, je crois vraiment au projet. Et donc, je vais voir le dirigeant de l'époque. Et puis, je lui dis, en fait, je pense qu'on peut faire ça. Et il me renvoie dans mes pénates en me disant, en fait, non, reste à ta place. On a besoin de toi sur les chantiers. Enfin, voilà, reste à ta place. Et je dis, non, mais moi, j'ai vraiment envie. Donc, j'insiste vraiment beaucoup pour qu'on puisse y arriver. Et puis, au bout d'un moment, à force d'insister, il me dit, bah, écoute, si tu veux faire ça en dehors de ton temps de travail, vas-y, quoi. C'est possible. Okay. Et donc, en fait, je travaillais la nuit, parce que j'ai beaucoup travaillé la nuit sur la Tour Eiffel. D'ailleurs, j'étais un peu un spécialiste entre le 2e et le 3e étage de la Tour Eiffel. Et j'avais un truc qui me plaisait bien, c'est qu'en fait, et qui m'a fait aussi me prendre de passion pour ce métier, parce que quand t'es le matin, et que le soleil se lève sur Paris, et que t'es au sommet de la Tour Eiffel, qu'il te reste encore un peu de café dans ton thermos pour avoir tenu la nuit, et qu'en fait, tu te fais un café, que t'es tout seul, qu'il est 5h30 du matin, 6h, et qu'il y a le soleil qui se lève sur Paris, tu dis que t'as une chance quand même incroyable. Ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaye de garder sur tous les sites sur lesquels on intervient, en fait, d'avoir ce moment où, en fait, je regarde autour de moi, et où je me dis, en fait, j'ai beaucoup de chance d'être là, et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au même endroit que moi, à faire ce que je fais. Et donc, ce moment de chargé d'affaires, en fait, je travaille la nuit, et la journée, j'appelle des clients. Okay. Et je leur dis, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Je le fais certainement un peu maladroitement. Alors, j'avais eu la chance de faire des études de commerce auparavant, mais en tous les cas, je le fais certainement maladroitement, mais je me dis très rapidement, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer là-dessus, parce qu'il faut que je dorme quand même un peu, être en forme sur les chantiers. Mais par contre, en fait, il faut que j'ai un niveau d'efficacité qui soit maximum. Donc, comment je fais pour, en fait, optimiser au maximum le fait que quand je fasse un chiffrage à un client, il me passe une commande. Et donc, c'est là où j'ai compris qu'en fait, la clé, c'était d'écouter, en fait, quel était le besoin du client. Et que souvent, on a une très mauvaise image des vendeurs. On les voit comme des gens qui sont des vendeurs de tapis, ou on le dit souvent, qui vendraient du sable à un bédouin, etc., ou de la glace aux Esquimaux. Moi, je crois que c'est pas ça. En fait, c'est une relation de confiance d'être un bon vendeur. Et c'est avant tout de comprendre ce qu'a besoin la personne qui est en face de toi pour que toi, tu sois capable de lui délivrer dans les meilleures conditions. Et donc, techniquement, je savais un peu de quoi je parlais. Commercialement, j'avais compris qu'il y avait, si j'écoutais correctement mes clients et que je correspondais parfaitement à leur cahier des charges, ils allaient me passer des commandes. Et très rapidement, ça a marché. Et donc, du coup, j'ai pu passer des chantiers à mettre une chemise avec un col blanc et puis aller voir des clients et commencer à développer l'entreprise. Je remets les choses dans le contexte pour que les gens comprennent bien et tu me contredis si je me trompe et que j'ai mal compris. Donc, tu rejoins cette entreprise en tant que salarié. Tu montes les échelons en faisant un petit peu toutes les étapes sur le terrain, les unes après les autres. Tu deviens chargé d'affaires. Tu es toujours salarié de cette boîte. Tu n'es pas actionnaire de cette boîte. Tu n'es pas associé. Là, tu vas vers le patron de cette boîte qui, à l'époque, est à l'étape d'une PME. Vous êtes à combien de chiffre d'affaires, plus ou moins, à ce moment-là? Ouais, c'est même une PME. En fait, c'est déjà 3 TPE en fait, qui font entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. OK, très clair. Donc, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, quelques collaborateurs, quelques dizaines de collaborateurs au total. Et là, tu lui dis, je crois au projet, je crois à notre potentiel, je crois à l'entreprise, au groupe qu'on peut créer, j'ai envie de le développer. Il te dit, reste à ta place, on a besoin de toi sur le chantier. Tu insistes tellement qu'il te dit, écoute, si à la fin, quand tu as fini ta nuit de travail, tu n'as pas envie de dormir ou tu as envie de dormir peu, mais qu'ensuite toute ta journée, tu as envie d'aller faire des appels d'offres, chercher des clients, fais-le sur ton temps libre et puis on verra.
Ça te refroidit pas, tu lui dis OK, j'y vais, et là tu commences à prendre ton téléphone et t'appelles les uns après les autres des clients potentiels pour aller chercher des chantiers. C'est l'employé idéal que tu décris ici. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça marche plutôt pas mal. OK. C'est qu'en fait, des clients me font confiance et du coup, nous passent des commandes. Ouais. Et puis, je rentre dans une deuxième phase, c'est-à-dire qu'encore une fois, il me dit non, mais ta preuve de concept, en tout cas, elle est pas assez efficace. D'accord. En tout cas, elle est pas assez claire. Il y a une forme de traction, c'est bien. En fait, tu sors des affaires, mais après, il va falloir qu'on ait des gens pour pouvoir les produire. Il va falloir qu'on se développe, etc. Il va falloir investir. Moi, je veux pas investir. Ce qui m'intéresse, c'est que ma boîte déjà, elle fonctionne. Donc, en fait, on reste là-dessus. Donc, je fais, en fait, pendant quelques mois quand même peut-être plus que ça, peut-être un an, je fais une forme de mi-temps. C'est-à-dire que je suis à moitié sur les chantiers et à moitié en fait à prendre mon téléphone, etc. Puis ça devient ingérable parce que la journée, pendant que je suis suspendu on call, il y a des clients qui m'appellent en me disant je veux vous parler de mon devis, etc. C'est quand même très très compliqué. Et donc j'arrive quand même à convaincre en faisant du volume et en rentrant du chiffre d'affaires de qualité qu'en fait ça fonctionne. Et donc on me fait passer à ce moment-là à un poste de chargé d'affaires, mais avec aussi une autre casquette en disant en fait maintenant tes affaires, il va falloir que tu les produises. Et donc du coup en fait que tu sois pas uniquement du côté des clients, mais que tu sois aussi du côté de la production, et donc du coup que tu apprennes en tout cas à recruter des équipes, à les former, etc. Donc je passe en fait à cette étape-là. Et en fait je vois que ça marche hyper bien, en fait que je suis plutôt performant, que j'ai de bons résultats, je fais gagner beaucoup d'argent à l'entreprise. Je suis très content pour ça d'ailleurs et je reste à ma place. Mais à un moment je dis que en fait j'ai envie de faire plus quoi. J'ai vraiment envie de faire plus. Je sens qu'en fait, moi, je suis complètement bridé. J'ai pas les coudées franches. Il n'y a pas de plan de croissance, etc. Moi, j'ai envie de mettre de la nitroglycérine dans le moteur de cette entreprise. Et j'ai envie de faire en sorte qu'en fait, on existe de partout. En fait, on avait des savoir-faire qui étaient clés, mais personne ne le savait. Il y avait une logique de vivons heureux, vivons cachés. Et en fait, moi, je me disais, mais c'est dommage. En fait, on a une vraie opportunité là-dessus. Et donc, on discute comme ça quand même pendant quelques mois. Et puis, je dis, en fait, j'ai compris, en fait, je vais monter ma boîte, quoi. Je m'en vais, je vais monter ma boîte. Et là, le dirigeant de l'époque, il me dit, en fait, écoute, viens t'asseoir, tu vas pas faire ça, mais en fait, je vais t'aider à monter ta boîte et tu vas pas partir définitivement du groupe. En fait, je vais te mettre le pied à l'étrier, etc. Et je lui dis, mais c'est quoi l'intérêt, etc. Il me dit, parce que en fait, j'ai pas envie de t'avoir comme concurrent. OK. Et j'ai trouvé que c'était, en tout cas, une façon de se l'avouer assez sympa pour moi, et en fait de me dire en fait j'ai pas envie de t'avoir comme concurrent, donc je préfère t'avoir à mes côtés, même si tu travailles plus directement pour moi. Et donc je pars monter une boîte dans le sud de la France, et en fait cette boîte elle marche super bien, mais je suis happé en fait par Paris et par mes clients parisiens, etc. assez rapidement. Et donc avec cette première expérience en fait à Lyon où ça marche très bien, d'ailleurs on fait quand j'arrive en quelques mois, on fait les plus grands chantiers qui existent en fait dans notre métier à Lyon. On intervient sur le musée des Confluences au moment de la construction. On intervient en fait sur l'aéroport de Lyon qui est en plein développement. On intervient sur l'Hôtel-Dieu, c'est un monument historique sur Lyon. En fait, on peut pas. C'est difficile de faire plus gros que ce qui se fait à Lyon, et on est sur tous les grands projets. Les grandes tours qui se construisent, il y a 2 grandes tours qui sont construites à Lyon. On est dessus. En fait, on est sur tous les grands projets. Et donc ça me suffit pas en fait. Mais d'ailleurs, comme ça me suffit pas, quand je suis au pied de la Tour Eiffel et que je vis ce moment extraordinaire où je me dis j'ai de la chance d'y travailler, quand j'arrive dans cette entreprise, je me dis en fait des moments comme ça, je veux continuer à en vivre tout le temps. Et en fait, j'avais envie en fait d'aller sur des marchés toujours plus importants, des marchés en fait avec beaucoup plus de challenges, etc. Et donc je dis comment on fait pour qu'en fait je prenne la direction de cette entreprise, comment je fais, etc. Et donc je lui propose un plan. Je lui dis écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je vais vous la racheter. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, Alec, où en fait, je crois que je prends le plus de risques. On imagine toujours que quand on travaille suspendu à 300 mètres du sol sur des cordes, en fait, on prend des risques. Alors que pas du tout. Notre métier, c'est la gestion de la sécurité. Là où j'ai pris le plus de risques, c'est quand je suis allé frapper à la porte d'une banque et que je leur ai dit, en fait, il faut que vous me prêtiez de l'argent parce que je veux racheter l'entreprise dans laquelle je travaille. Et donc, j'ai eu de la chance qu'il y ait une banque qui me fasse confiance, qui croit à mon projet, et donc du coup, qui me permette de pouvoir accéder au capital de cette entreprise et que je puisse effectivement commencer à la racheter progressivement, parce que ça a été long, ça a été fastidieux, mais aujourd'hui, effectivement, je détiens 98% du capital de mon groupe. On accueille beaucoup d'entrepreneurs sur le déclic, t'en es un très clairement, mais beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur boîte de zéro. En l'occurrence, tu as un parcours assez atypique. Tu es rentré dans une boîte, tu as gravi les échelons et tu as aujourd'hui racheté la quasi-intégralité du capital de cette boîte. Quel est le mécanisme financier que tu as mis en place pour justement pouvoir aller chercher le rachat progressif de cette boîte en étant
supporté par la banque? Est-ce que tu as fait un crédit vendeur? Est-ce que tu as utilisé un mécanisme type OBO ou d'autres choses? Ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent de comprendre quel levier tu as utilisé. Déjà, en fait, ce qu'il faut dire, Alex, c'est qu'en fait, on n'y comprend rien. Quand on est ouvrier sur les chantiers et qu'en fait, on veut racheter son entreprise ou qu'en fait, on veut accéder au capital d'une entreprise, moi, je suis pas héritier. J'ai pas une famille d'entrepreneurs. J'ai pas eu de love money. Je termine les fins de mois quand je suis pas découvert. Je suis content à cette période-là. Et donc, en vrai, c'est déjà difficile de comprendre ce que nous disent les avocats, de comprendre ce que nous disent les banques, etc. Et je crois qu'en fait, ils m'ont trouvé à cette période-là assez insupportable parce que je faisais que leur poser des questions. Et quand j'avais pas compris, je continuais à poser des questions sans arrêt pour arriver à comprendre le détail du détail, etc. Comment j'ai fait? En fait, j'ai un peu tout utilisé. Tu parlais d'OBO. Alors, un OBO, pour expliquer ce que c'est effectivement de racheter sa propre entreprise en levant de la dette. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait du financement bilatéral. Donc, je suis allé voir une banque pour de vrai en me disant qu'en fait, qu'ils me prêtent de l'argent pour racheter les parts de cette société. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Et pour rembourser, j'ai défini un plan de croissance. Si on fait de la croissance, en fait, on va générer des résultats, normalement, si ça se passe bien. Et donc, les résultats vont permettre de rembourser une partie de la dette. Donc, j'ai fait ça. J'ai demandé effectivement qu'on me fasse un bout de crédit vendeur aussi sur la première opération. Et donc, j'ai fait beaucoup d'opérations de capital pour arriver justement à ces 98% de capital, jusqu'au moment où j'ai eu besoin de faire rentrer un fonds d'investissement à mon capital, qui a pris 30% du capital du groupe à ce moment-là, et qui avait simplement pour objectif d'accompagner ce qu'on appelle la relution dans le capital, c'est-à-dire mon augmentation en fait du poids dans le capital du groupe. Et donc, c'était pas un fonds comme on peut entendre de capital risque qu'on peut avoir dans les startups, qui met de l'argent pour qu'en fait accompagner la croissance. Là, c'était un fonds de transmission en fait. Et donc, en fait, ils m'ont accompagné pour faire sortir le dirigeant de l'entreprise artisanale et que je puisse prendre le lead complètement sur l'entreprise. Tu mets le doigt sur un point extrêmement important, c'est que c'est quelque chose de nébuleux au départ. On n'y comprend rien. Ouais. On n'est pas forcément formé à ça. Et justement, donc, à ce moment-là, on est en quelle année quand tu te poses ces questions de rachat? Je pense que ça doit être à partir de 2016, okay. Même un peu avant. Ouais. Un peu, plus ou moins 10 ans. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a plus ou moins 10 ans. Exactement. Et ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis, si je termine ma fin de mois et je suis pas à découvert, je suis content. Ouais. Donc, c'est assez dingue que tu aies déjà cette vision, cette volonté de vouloir racheter cette boîte. On parle d'une boîte qui est potentiellement déjà valorisée à plusieurs millions d'euros. Donc, c'est des sommes énormes pour toi qui es ouvrier, salarié, mais qui voit ce potentiel. Pour autant, qu'est-ce qui fait que tu te dis quand même, plutôt que de la créer de zéro, vu que tu as cette énergie, tu as cette compétence, tu as cette expertise métier, tu as ce côté vendeur, parce que c'est toi qui es allé chercher les deals, je veux quand même rester dans cette boîte, je vais quand même accepter sur les 10 ans à venir de débourser des millions potentiellement d'euros sous forme de crédit, rachat, fonds, aides et j'en passe, pour racheter en bonne et due forme ma boîte, parce que j'y crois et parce que je veux la voir grandir. Est-ce que c'est parce que tu sais et tu crois tellement au potentiel que tu te dis cette boîte, elle a le potentiel de valoir des centaines de millions, si c'est pas bien plus? Est-ce que c'est parce qu'il y a un amour caché pour cette boîte et tu es tombé amoureux fou de cette boîte et d'une expertise métier à l'intérieur? Dis-nous le secret. Il y a plusieurs choses. La première, c'est le respect des engagements. C'est-à-dire, quelle que soit la difficulté, à partir du moment où en fait, déjà on te tend la main, même si c'est toi qui allais un peu l'arracher cette main, dans tous les cas, moi je crois beaucoup au give back et à la reconnaissance. Et en fait, moi quand je prends un engagement, je vais au bout de mon engagement. Et j'avais pris un engagement avec ce dirigeant en lui disant, en fait, moi si je rachète cette entreprise, je vais vous rendre riche, ça c'est la première chose. Et puis en fait, je vais vous accompagner pour la développer. Et je crois beaucoup à cette logique-là, en fait, de se dire que les affaires, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire humaine. Et c'est une histoire de respect de ce qu'on fait, des engagements qu'on prend avec les gens, etc. Et quand on fait beaucoup de croissance, alors moi j'ai fait beaucoup de croissance organique, en fait, ce qui compte, c'est de garder ses anciens clients et en avoir des nouveaux. C'est pas de faire des coups. Et si on n'est pas dans une logique où on fait des coups, ça veut dire qu'en fait, on est obligé de construire une forme de confiance avec les gens avec qui on travaille. Et je crois que ça, c'est une des clés de la réussite, c'est effectivement une confiance. Comment j'aurais fait si, en fait, sur les premières opérations que je devais faire, en fait, je respectais pas la parole que j'avais donnée. On dit que un homme correspond à la parole qu'il donne et au respect de la parole qu'il donne. Moi, je crois beaucoup à ça. Et je crois beaucoup dans les affaires, en fait, à ce qu'on ait une espèce de
de ligne de conduite qui soit claire par rapport à ça. Donc, il y a cette logique d'engagement que j'avais pris. Et puis, la vitesse. La vitesse, c'est quand même une clé de la réussite. En tout cas, moi, je crois beaucoup dans les affaires, même si j'ai appris à être patient avec le temps et que c'est pas forcément évident pour moi. Mais en tout cas, la vitesse, c'est une des clés de la réussite. Et ça va beaucoup plus vite quand on a déjà une voiture, même si elle n'est pas parfaite, que si effectivement, il faut aller chez un concessionnaire, qu'il faut l'acheter, qu'il faut aller voir quelqu'un pour aller faire un crédit, etc. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais que ça allait beaucoup plus vite de partir avec une base qui existait, même si c'était pas une base parfaite. Donc, d'une part, la vision, comment on fait une chose, c'est comment on fait toutes les choses. Donc, la ligne de conduite. D'autre part, le momentum, la traction, la vitesse. Donc, ces deux éléments font que tu te dis, je vais la reprendre. À quel point les tâches que tu as fait au quotidien sur le terrain, via tous les rôles, t'aident aujourd'hui dans ton rôle de PDG? En vrai, j'ai beaucoup de mal avec ce sujet d'être PDG, d'être le CEO, etc. Je vais te prendre un exemple. En fait, je pars tard le soir de mon bureau. Il y a encore pas longtemps, en fait, mes bureaux étaient dans une des entreprises du groupe, qui est celle que j'ai dirigée en direct pendant longtemps et que j'ai fait passer de quelques millions d'euros à 20 millions d'euros là. Voilà, c'est l'entreprise historique du groupe. Et donc, en fait, je pars tout le temps tard le soir. Je travaille longtemps. Je te le disais tout à l'heure. En fait, je travaille tôt le matin et jusqu'à tard le soir parce que personne m'attend aussi. J'habite pas à Paris. Ma femme et mes enfants habitent dans le sud de la France et donc j'ai 100% du temps à consacrer à mon job quand je suis à l'endroit où j'effectue mon travail. C'est aussi une des clés qui était importante pour moi parce qu'en fait, il y a personne qui t'attend en disant il faut aller chercher les enfants à l'école, etc. Maintenant, il y a forcément une logique de sacrifice aussi. C'est-à-dire que on en reparlera tout à l'heure, mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a été vraiment un déclic pour moi, en fait, de comprendre qu'en fait, je pouvais pas tout avoir d'un coup. Mais je reviens sur ta question que tu m'as posée au départ, que je vais te demander de me rappeler, parce que je suis perdu dans mes pensées. Dans quelle mesure toutes les tâches que tu as fait au quotidien sur le terrain t'aident aujourd'hui dans ton rôle? Et tu évoquais le fait que ce titre PDG, CEO n'est pas forcément ce que tu aimes le plus. Ouais, pourquoi je te parlais de ça? Je te disais qu'en fait, donc, du coup, je partais tard le soir et en fait, je pouvais pas m'empêcher en fait, de passer dans l'atelier. En fait, il y a le matériel qui part sur les chantiers. Donc, ils sont rangés sur des casiers, sur des chariots, etc. En fait, ça part sur les chantiers. On réalisait dans cette entreprise entre 20 et 30 chantiers par semaine. Donc, c'est beaucoup des grosses opérations, des gros chantiers, comme des chantiers à la journée. Il y a vraiment deux types de chantiers. Et en fait, je pouvais pas m'empêcher de regarder ce qu'il y avait dans les boîtes à outils et de vérifier que les chargeurs des électroportatifs, c'est-à-dire des visseuses, des perceuses, etc., étaient bien chargés pour que les gars sur les chantiers, en fait, je sais que le lendemain matin, ils puissent être performants et qu'ils se disent pas, putain, on m'a donné encore du matériel qui est pas chargé, je vais être obligé de passer 2 heures, etc. Est-ce que c'est au CEO de la boîte de faire ça? J'en sais rien. Ce que je sais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, chacun doit avoir, quel que soit le rôle qu'il joue, faire avancer son entreprise. Et je crois qu'en fait, si tout le monde sort un peu de ce qu'il a à faire et en fait aide toute l'entreprise à faire en sorte que ça fonctionne, ça marche. Ce que j'aime pas en fait dans ce type de PDG et de CEO, c'est en fait se dire qu'en fait on est enfermé quelque part et qu'on devrait pas pouvoir y bouger. Moi j'aime faire les choses, j'aime être avec mes équipes, j'aime comprendre ce qui se passe, vraiment dans une logique d'artisan et de faire les choses avec mes mains et de comprendre comment ça marche. En tout cas moi c'est ce que j'ai eu besoin. Je ressens chez toi beaucoup d'humilité, tu restes vraiment les pieds sur terre, même si tu as la tête dans les étoiles et tes yeux brillent plein d'ambition et tu te vois porter ce groupe encore 10 fois plus haut et 100 fois plus haut, je te le souhaite, que ce que tu as réussi à faire jusqu'ici. Comment on fait pour rester humble et les pieds sur terre quand en l'espace de 10 ans, on a gravi tous ces échelons les uns après les autres et garder ce côté humain qu'on a et connecté? Déjà, on essaye d'être sincère et que ce soit pas du bullshit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est humble qu'on n'est pas dur. Et je pense que je suis un calvaire pour mes équipes avec lesquelles je travaille. Je pense exigeant. que je suis très exigeant. Je pense que je suis difficile à vivre au quotidien parce que ça va jamais assez vite. C'est jamais assez bien. On peut toujours aller voir l'étape d'après. Et moi, je suis tout le temps dans l'étape d'après. Donc, je sais que c'est très fatigant pour mes équipes. Je sais que mes équipes, en tout cas, passent pas beaucoup de temps dans leur zone de confort. Et en fait, sont perpétuellement dans quelque chose qui est mouvant, qui est instable, parce qu'en fait, on change. C'est-à-dire, on change de taille, on change de marché, on change de projet, on change de structuration. Et donc ça nécessite quand même d'être très agile, mais d'être très conscient de là où on vient. Moi, je dis qu'il y a 2 catégories de personnes dans une entreprise comme la nôtre, qui fait du bâtiment. Il y a des gens qui sont sur les chantiers avec nos clients, et il y a des gens qui sont au service de ceux qui sont sur les chantiers avec nos clients. Et je pense qu'en fait, c'est eux qui créent de la richesse. Alors, ça veut pas dire qu'on travaille pas en équipe ou qu'on n'est pas tous ensemble, mais je crois qu'en fait, c'est eux qui créent la richesse, et je le sais parce que j'étais sur ces chantiers.
Je le sais parce que c'était difficile quand je travaillais la nuit sur la Tour Eiffel et que j'étais congelé et qu'en fait, il fallait que je me batte tous les jours. Je me rappelle, tu sais, je me disais, en fait, allez, 1 heure de passé, ça représente 10 € net sur ma fiche de paye. Tu vois, c'est des petits détails, mais je me rappelle exactement ce que je me disais. Et du coup, en fait, je sais que pour eux aussi, parfois, ils peuvent se dire ça. Mais sauf que, en tout cas, ce que j'essaie de leur proposer, ce que j'essaie de proposer dans ce groupe, c'est une espèce de machine incroyable, la dynamique, dans lequel, en fait, on construit quelque chose qui va leur donner la possibilité de pouvoir vivre la même chose que j'ai vécu et en tout cas de pouvoir changer de conditions et de faire leur vie quelque chose d'assez incroyable, en tout cas professionnel. Quand tu dis justement, on est toujours dans l'étape d'après, Ouais. comment on fait pour être satisfait de l'étape où on en est quand on est déjà en train de courir après la suivante? En vrai, c'est un sujet sur lequel je travaille tous les jours parce que on gagne une grosse affaire, les équipes ouvrent le champagne. Et moi, je suis déjà dans l'étape d'après, c'est-à-dire de gagner la suivante et en fait se battre pour continuer à se développer, etc. Et donc, en vrai, moi, j'ai pas la réponse là-dessus. J'essaye d'être en permanence satisfait de ce que je fais, mais j'ai un projet de progression. Et en fait, j'ai reçu il y a quelques temps là une médaille de l'excellence par rapport au travail qu'on fait avec nos équipes, etc. Et je trouvais que c'était intéressant, en fait, cette définition. Il fallait que je fasse un petit speech, donc je suis allé chercher, en fait, ce que voulait dire vraiment l'excellence. Et l'excellence, en fait, c'est une quête qui s'arrête jamais. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi, que j'ai envie d'imaginer ma vie comme ça, c'est-à-dire, en fait, quelque chose qui s'arrête jamais, dans lequel il y a toujours une logique de progression, pour viser quelque chose qu'on n'arrivera jamais à atteindre, c'est cette excellence. Hyper intéressant, ce concept, le jeu infini. Exactement. Je suis aussi en quête perpétuelle de l'excellence, et puis je suis frustré que j'en trouve pas la fin, et maintenant tu me donnes la réponse. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ta vie, dans ton quotidien, tu l'évoquais, mais aussi en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, notamment dans ton management. Aujourd'hui, c'est près de 500 personnes, plus de 500 personnes, c'est énorme. Chaque décision impacte potentiellement 500 familles. À l'époque, tu n'avais qu'à te soucier que de toi-même. Tu dormais dans ton coffre et tu pensais aux 10 € net de l'heure sur ta fiche de paye. Comment tu gères cette responsabilité au quotidien qui grandit jour après jour, semaine après semaine, mois après mois? Parce que souvent, on le voit en tant qu'entrepreneur aussi, on fait face à chaque fois à des problèmes de plus en plus grands, à des enjeux de plus en plus grands. Et donc, en tant que dirigeant, on se doit d'évoluer plus rapidement que l'entreprise pour la tirer vers le haut et pas être tiré vers le bas par celle-ci et sa croissance. Moi, c'est ma priorité. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a bien quelque chose qui m'empêche de dormir, c'est d'imaginer que j'ai des responsabilités avec les 500 personnes qui font partie du groupe et qu'à la fin du mois, la priorité, c'est qu'en fait, il faut qu'on arrive à leur dégager un salaire et que eux, ils font vivre aussi des familles à côté. Donc, c'est pas 500 personnes, peut-être 1500 personnes en tout cas à qui on participe au quotidien, en tout cas à faire évoluer dans leur carrière, mais aussi à quel on apporte un salaire. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, est très important. La première chose que je fais le matin quand j'ouvre les yeux, c'est que je regarde les comptes bancaires de toutes les entreprises pour savoir où est notre position de cash. Tous les matins. Tous les matins. C'est la première chose que je fais quand j'ouvre les yeux. J'ouvre mon téléphone. Alors, il y en a qui diraient que c'est pas bon, il faut poser son téléphone pendant quelques minutes, aller prendre une douche froide, etc. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que c'est ça qui me permet de me rassurer et de me dire qu'en fait, on est dans la bonne direction. Effectivement, c'est une lourde responsabilité. Je pense que pour moi, c'est la chose qui est la plus importante, c'est que déjà, tout le monde puisse rentrer en bonne santé chez soi le soir, après sa journée de travail, et en plus de ça, qu'on puisse assurer leur rémunération et leur salaire. Maintenant, ta question, elle était aussi liée sur le management, sur comment on fait pour diriger une entreprise aussi qui est aussi, en tout cas, qui est en plein développement, parce que c'est pas uniquement d'avoir beaucoup de monde, c'est aussi d'être systématiquement, je te le disais tout à l'heure, en mouvement, et d'être dans une logique où où on change et où on progresse. Et moi, je veux des gens qui veulent progresser. Je crois que c'est peut-être un des seuls critères en fait que j'affiche. Je cherche pas des compétences forcément clés. Ça, on peut les former pour qu'ils les obtiennent. Je cherche des gens qui ont un mindset de progression. Et d'ailleurs, peut-être que chez nous, en fait, c'est peut-être un peu breaker, quelqu'un qui voudrait pas progresser, qui voudrait pas en fait s'améliorer. Alors progresser, ça veut pas dire changer de poste. Ça veut être encore plus performant dans ce que tu fais, mais en tout cas d'être dans une logique de progression. Et j'ai besoin de travailler avec des gens qui ont envie d'apprendre. Et c'est assez facile quand on est dans cette logique-là et quand on est dans une entreprise où en fait les gens ont aussi envie d'apprendre parce qu'en fait il y a une dynamique qui est hyper positive. Quand on apprend des choses, on a envie de les partager, on a envie de les essayer, on a envie de tester des choses. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Tu as évoqué plusieurs concepts qui sont relatifs à des valeurs dans une entreprise, donc la culture d'entreprise. Ouais. C'est un sujet que tu as travaillé également et que tu impulses au quotidien dans le groupe?
Je sais pas si on a une culture qui est commune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon groupe, il me ressemble. Et il me ressemble dans une logique où, en fait, il faut travailler dur. Ouais. Je le dis d'ailleurs, en fait, à tout le monde. En fait, venez pas travailler chez nous parce que on est au sommet de la Tour Eiffel ou parce qu'on reconstruit Notre-Dame de Paris ou alors qu'on fait, en fait, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'était des moments qui sont extraordinaires. Mais en fait, à côté de ça, on travaille la nuit, on travaille avec des masques à ventilation assistée, on travaille le week-end. On est obligé de laisser sa famille parfois de côté parce qu'on va travailler partout en France du jour au lendemain. En fait, le projet que je défends de venir travailler avec moi, c'est un projet qui est difficile. Si on est prêt à accepter effectivement de tous ces sujets-là qui peuvent être compliqués, on va pouvoir évoluer, on va pouvoir progresser, mais avant tout, c'est difficile. Et c'est pas uniquement les environnements dans lesquels on travaille, c'est aussi la logique de performance. Moi, j'ai pas levé des fonds où j'ai de l'argent magique qui permet de le brûler pour aller gagner de nouveaux marchés. Moi, sur chaque opération que je fais, il faut que je sois rentable. Sur chaque opération que je fais, il faut que mon client soit satisfait. Je me bats pour ça. Et donc, ça nécessite un niveau d'engagement qui est fort, donc un niveau de performance, un niveau d'intensité dans le travail qui est quand même assez élevé. Mais par contre, je promets aussi aux gens avec qui on travaille, je leur fais 3 promesses, en fait. Il y a une des promesses qui est « je vais améliorer tes conditions de travail et tes conditions de rémunération quand tu veux arriver chez moi ». C'est-à-dire, du jour où tu es rentré, au bout d'1 an, tu vas avoir une meilleure rémunération, un meilleur salaire, on va améliorer ta façon de travailler avec des meilleurs outils, etc. Donc, dans tous les cas, déjà, 1, on te promet d'améliorer tes conditions de travail et de rémunération. 2, on va améliorer tes compétences parce qu'on va te former. Et ça, moi, j'ai multiplié par 2 le chiffre d'affaires du groupe en 2 ans. J'ai multiplié par 5 mon budget de formation. La formation, c'est la clé de réussite de la progression de nos équipes. Et donc, on va les former. Et donc, ça, c'est une promesse qu'on leur fait. C'est effectivement d'améliorer leurs compétences et d'améliorer aussi leur employabilité. Très pénible que, en fait, mes concurrents viennent faire leur marché dans mes équipes. Mais à la fois, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Ça veut dire qu'en fait, c'est mes équipes qu'on envie. C'est pas celle du concurrent que je vais chercher. C'est-à-dire que mon système, il fonctionne. Et il fonctionne d'ailleurs en autonomie. Je prends des gens qui, au départ, n'avaient pas le profil, qui aujourd'hui sont chez moi, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, qui ont progressé, qui ont évolué. Et puis la 3e chose que je promets aux salariés du groupe, c'est de vivre avec moi des aventures extraordinaires. Et quoi de mieux que de sécuriser le patrimoine mondial de l'humanité avec Notre-Dame de Paris? Quoi de mieux d'être mandataire de la 20e campagne de peinture de la Tour Eiffel? Quoi de mieux que de participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur les toits de Paris? Enfin, et donc j'ai un track record qui permet quand même de justifier en fait systématiquement les promesses que je fais. C'est pas du bullshit, quoi. Ouais. Tu rends vraiment sexy l'entreprise et tu leur donnes envie de venir, de rester, de s'engager et de performer à tes côtés. Un autre sujet également que tu as évoqué tout à l'heure et j'ai pas rebondi, mais je me permets. Dis tous les matins, j'ouvre le compte bancaire de chaque boîte et je regarde le cash. Le cash, c'est clair, net, précis, c'est important, notamment pour payer les salaires de ces 500 personnes, 500 familles. Est-ce qu'il y a d'autres KPI financières sur lesquelles tu es très vigilant? J'imagine que l'image réelle, c'est pas tu es dans ton lit, tu regardes le compte bancaire des boîtes, tu as mis en place des dashboards, il y a des KPI financiers, tu as certainement un CFO groupe, il y a différentes choses qui ont été mises en place et naturellement. Quels sont, dans ton cadre, les indicateurs clés de performance qui sont importants de regarder, d'être vigilant quand on a une boîte dans un business physique, comme c'est le cas pour toi, quand on a des salariés, quand on a des enjeux importants, quand on a aussi des grands comptes, des grands clients, où on sait que une facture, elle va prendre parfois un certain temps à être payée, des mandats qui vont être payés en plusieurs fois également, sur plusieurs années potentiellement. C'est important, je pense, d'évoquer ces sujets parce que cash is king, on le dit souvent, et il faut en avoir conscience. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, effectivement, que le cash est roi, parce que on voit une tension quand même aujourd'hui sur les financeurs, et en fait le marché quand même il se tend et on prête plus aussi facilement qu'il y a quelques temps. Et donc aujourd'hui on prête à ceux qui ont de l'argent. Alors c'est difficile à dire, c'est peut-être pas eux qui en ont besoin le plus, mais en tout cas on prête à des gens qui ont de l'argent. Et moi je le vois, on a une bonne situation financière, on est en bonne santé, et donc du coup on a des portes qui sont beaucoup plus ouvertes sur le financement. Effectivement, tu disais sur les KPI financiers, en fait, moi je découpe l'entreprise en plusieurs parties. Il y a effectivement les sales, et là c'est quelque chose que je regarde vraiment en détail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dans le pipe, qu'est-ce qu'on va avoir en fait, combien on a chiffré, combien en fait on a de taux de closing chaque mois, qu'est-ce qu'on a chiffré, est-ce que ça rentre dans nos domaines d'activité stratégiques,
Est-ce qu'en fait, on a chiffré aux bons endroits? Est-ce qu'on a chiffré les bons volumes d'affaires? Est-ce qu'on a chiffré que des trop grosses affaires, que des petites? Donc en fait, déjà, sur les sales, c'est ce qui donne le ton de ce qui va se passer après. Parce que si effectivement, au départ, on n'a pas les clients et on n'a pas les affaires, derrière, on ne peut pas les produire. Donc la première étape, effectivement, c'est les sales. Et donc il faut être très organisé par rapport à ça. Et moi, en fait, je considère que la vente, c'est mathématique. Si on voit beaucoup de clients, même si on n'est pas bon, on aura forcément beaucoup de demandes de devis et on aura quelques commandes. Et donc même si on est très mauvais, si on augmente le volume au départ, c'est-à-dire de voir beaucoup plus de clients encore, on aura forcément des résultats à la fin. Et donc en fait, le commerce, c'est mathématique. Et donc moi, c'est très très organisé, c'est même un peu militaire sur ces sujets-là. Moi, j'aime bien que les choses soient bien faites correctement, aux bons endroits, bien rangées, avec effectivement des reportings qui sont clés. C'est ma seule moyen de piloter aujourd'hui l'entreprise. J'ai besoin de savoir exactement en détail où on en est, chaque semaine, chaque mois, avec chaque client, en fonction de notre stratégie. Donc la première partie, c'est les sales. Et puis ensuite, nous, on a une grosse activité de production, c'est-à-dire qu'on envoie des gens sur les chantiers. Et donc, sur cette activité de production, en fait, qu'est-ce qu'on va produire cette semaine? Qu'est-ce qu'on va produire ce mois? Et quel est le volume de marge qu'on va produire cette semaine, ce mois? Et quel va être nos besoins en ressources, c'est-à-dire notre masse salariale, qui peut fluctuer en fonction des différents projets? Quels vont être nos besoins en matériel? Qu'est-ce qu'on va dépenser par rapport à ça? Quel va être ce qu'on appelle notre marge brute sur coût direct des opérations? Ça, c'est un élément que je suis. Puis le cash, on en a parlé. Pour moi, c'est un peu... Alors, est-ce que c'est lié au fait que quand j'étais gamin, j'avais l'habitude d'entendre les huissiers taper à la porte de ma maman pour faire l'inventaire de nos meubles, et que en fait, aujourd'hui, je suis très vigilant sur la partie financière? C'est peut-être un peu ça, mais en tout cas, j'ai besoin en fait de savoir exactement où je vais. C'est-à-dire que je sais à l'instant T, en regardant les comptes bancaires, effectivement où est ma position de trésorerie, mais je sais où on va être dans un mois, je sais où on va être dans 3 mois, et j'essaye même de me projeter où on sera dans 1 an ou dans 2 ans, en fonction des opérations de build-up qu'on va faire et l'argent qu'on va dépenser. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis vraiment important, et c'est vraiment ces 3 axes clés, c'est-à-dire les sales, la production et la trésorerie. Très clair. Un autre axe, et je vais rebondir sur plein de sujets que tu as évoqués ici, hyper intéressant, c'est que sur 5 ans, vous avez fait 14 acquisitions. Ouais. C'est assez dingue, surtout que pendant longtemps, vous étiez essentiellement basé sur la croissance organique. Or, là, aujourd'hui, c'est aussi la croissance externe qui rentre en ligne de compte. J'imagine qu'il y a une prévision de vouloir acquérir encore d'autres boîtes. Quel a été, on va dire, l'élément qui a fait ce choix stratégique, d'une part? Et je te pose une deuxième question dans le même temps, et excuse-moi pour ça de t'en poser 2 en même temps. Mais comment on maintient une culture d'entreprise stable, similaire, notamment quand on fait rentrer des nouvelles boîtes dans le groupe? Alors, pour les précédentes, c'est pas très compliqué, mais c'est surtout pour les nouvelles. Il y a souvent ce choix stratégique de est-ce que je viens chambouler complètement l'interne de la boîte? Est-ce que je la rachète pour son fonds de commerce? Est-ce que je la rachète pour ses talents? Est-ce que je la rachète pour sa marque, pour la vision qu'elle a? Et comment on vient justement imbriquer et intégrer ce qui a fait notre force initialement versus ce qui a fait la force de la boîte qu'on a rachetée pour pas non plus la cramer? Redonne-moi ta première question, Alec. La première question, c'est quel était l'élément qui a fait ce choix stratégique par rapport aux croissance externe, croissance organique? La vitesse. C'est vraiment le choix aujourd'hui de la croissance externe, c'est la vitesse. Croissance organique, je crois que j'ai un bon track record par rapport à ça, parce que je faisais 25, 50, 100% parfois certaines années de croissance organique, donc c'est quelque chose que je maîtrise bien. Et puis nous, il faut vendre, mais il faut produire après derrière les travaux qu'on vend. Donc ça, cette logique-là de croissance organique, je maîtrise bien un système très organisé, très processé dans la façon dont on fait du commerce, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, l'idée de se dire on va faire de la croissance externe, qu'on va faire du build-up, c'était de pouvoir accélérer. Et donc, je me suis posé la question, moi j'écris toujours mes plans. C'est-à-dire que je fais pas les choses à l'instinct. Moi, j'ai besoin de construire un plan et de me fixer des objectifs pour tout et tout le temps. Ça, c'est un élément qui pour moi est clé, parce que sinon, autrement, j'ai l'impression que j'ai pas de GPS et que je suis en train de cramer en fait le gasoil que j'ai dans le moteur. Et que hyper important ce que tu dis là. Et que du coup, en fait, si j'ai pas d'objectif pour chaque sujet, en fait, j'ai l'impression que je me perds un peu, etc. Donc, tu navigues à vue. Je navigue à vue. Donc moi, je me fixe des objectifs systématiquement pour chaque sujet. Donc, on faisait on avait une croissance externe qui était, une croissance organique qui était très importante.
Et à Paris, c'était très difficile. On était sur tous les grands projets. Tous les grands projets que je me fixais, en fait, on arrivait à être dessus et on arrivait à gagner les marchés. Donc, globalement, en fait, l'autre choix, c'est d'aller soit ouvrir des nouveaux terrains de jeu, ce qui est quelque chose qui est passionnant d'ouvrir des nouveaux terrains de jeu parce que je t'en parlais tout à l'heure, mais ça donne aussi la possibilité à tes équipes qu'ils aient en fait un horizon qui soit complètement ouvert. Donc ça, c'était quelque chose qui était important. Et je me suis dit, en fait, comment je fais pour avoir des compétences qui sont à associer avec les miennes, et en même temps que ça puisse ouvrir de nouvelles zones géographiques. Donc, est-ce que je vais ouvrir des agences ou est-ce qu'effectivement, je m'associe avec des gens et je fais des opérations de build-up? Et en fait, assez naturellement, je me suis dit qu'en fait, il y a quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est l'expérience. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire les meilleures formations qui existent au monde, il y a des choses que tu as besoin de vivre. Et en fait, l'expérience dans nos métiers du bâtiment, c'est des choses qui sont nécessaires pour arriver à être performant et pour exister sur les chantiers. Et donc, du coup, je me suis dit que la bonne solution pour arriver à me développer, c'était d'aller m'associer avec des gens qui avaient de l'expérience. Et donc, le build-up, pour le coup, ça fonctionnait bien parce que je suis allé chercher des métiers dans lesquels je n'opérais pas encore et effectivement des zones géographiques sur lesquelles je n'étais pas présent. Et donc, je cochais 2 cases. Et en plus de ça, moi qui suis un passionné de découvrir des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses et de vivre des choses en commun avec des gens à côté de moi, j'avais un nouvel associé, j'avais des nouvelles compétences et j'avais de nouveau un nouveau terrain de jeu. Extraordinaire. Donc en fait, c'est ça qui m'a fait le choix effectivement de la croissance externe et du build-up. Ouais. Alors c'est même pas 14 entreprises, c'est même 20 entreprises, 20 opérations qu'on a fait depuis quelques années. Parce qu'à chaque fois, en fait, on essayait de racheter des petits groupes qui étaient déjà constitués, etc., pour effectivement accélérer. Ouais. D'accord. Donc finalement, créer tout un écosystème qui te stimule intellectuellement, humainement et en tout point pour stimuler aussi la croissance globale du groupe. Ouais, ce que tu dis, ça, c'est hyper important, Alec, parce qu'en fait, mon parcours, c'est un parcours de progression. Mais en fait, la réussite individuelle nourrit la réussite collective. Et je prône ça dans mon entreprise et je crois qu'en fait, c'est quelque chose qui est hyper vertueux. Moi, quand je fais réussir les gens qui sont à côté de moi, quand je fais réussir mes collaborateurs, en fait, ils me font aussi réussir. Et c'est une espèce d'entraînement qui est extraordinaire. On a une force qui est incroyable, une force collective qui est dingue. Mais c'est parce que aussi individuellement, ils progressent, ils évoluent, ils avancent, etc., qu'en fait, ça fait avancer l'ensemble du groupe. Ouais. Et comment tu gères ton temps, justement ? Tu parlais du fait que tu es concentré, tu es focus, que quand tu es à Paris, tu vas bosser 18 heures par jour sans aucun problème. Comment tu gères ton temps entre les différentes entreprises, entre les différentes décisions à prendre ? Parce qu'effectivement, quand bien même tu as envie d'être proche du terrain et de vérifier si la batterie elle est bien chargée avant de partir, y a un truc que tu ne pourras pas changer, c'est qu'on a 24 heures, toi et moi, dans notre journée, comme tous ceux qui nous écoutent. Donc à un moment donné, on doit faire des choix et on doit prioriser. Comment tu fais ces choix ? Comment tu priorises ton quotidien ? Comment tu fais pour mettre en place plus de focus sur cette boîte, cette opération, ce deal, plutôt qu'un autre ? Ou prendre du temps avec un collaborateur parce que tu as envie de prendre du temps avec chaque collaborateur, mais parfois tu ne peux pas parce que tu dois prioriser. Et il y a un truc que tu as, c'est le côté humain, mais aussi un truc que tu as, c'est la gagne, c'est l'envie de performer, d'évoluer. Donc parfois, on doit faire un choix, difficile certes. Comment tu le fais ? Déjà, je suis hyper nul en gestion du temps. Pendant très longtemps, en fait, je pensais que si j'occupais mes journées, en fait, si je prévoyais mes journées à plus de 120%, en fait, j'allais en faire plus que les autres. Sauf qu'en fait, il y avait toujours 20% en fait, qui étaient frustrés parce que je les faisais pas. Parce que tu peux pas en faire rentrer un truc qui fait 100 et d'en faire rentrer 120%. Donc, j'ai essayé d'être plus performant à plein d'endroits, etc. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je m'oublie toujours un peu trop souvent. Si je fais pas mes séances de sport tôt le matin, en fait, quand il est 23h, j'ai du mal à aller les faire, en vrai. Ça, c'est la réalité. Et donc, dans mon quotidien, en fait, j'ai un peu du mal, en fait, à gérer mes allocations de temps, vraiment de manière performante. Alors, je pense que je le fais pas trop mal, en vrai. Hein. Je suis plutôt quelqu'un de très organisé. Mais en vrai, je pense que j'ai encore des choses sur lesquelles je pourrais m'améliorer. Je passe encore beaucoup trop de temps, justement, tu en parlais, dans les relations humaines, qui sont quelque chose qui sont importantes pour moi. Et ça mériterait parfois que je sois un peu plus sharp sur certains sujets. Et d'ailleurs, c'est un de mes axes de progrès là, actuels, c'est effectivement en fait d'arriver à être plus efficace sur certaines prises de décision, qui aujourd'hui en fait, je laisse un peu trop la chance au produit, tu vois, un peu trop longtemps, où il faudrait que je prenne des décisions beaucoup plus rapides et beaucoup plus radicales, ce qui me ferait gagner beaucoup de temps sur la suite. Et là, tu vois, ce matin, c'est le bon exemple. J'arrive un peu en retard
à tes studios. Merci à Océane qui m'a excusé d'arriver en retard. Mais en tout cas, j'arrive de Marseille, donc j'ai pris le premier avion ce matin. J'essaye de voyager en dehors des horaires de journée pour arriver à être efficace, tu vois. Et en fait, j'avais 1h30 de trou entre d'arriver chez toi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, est-ce que je prends un petit déjeuner tout seul ou est-ce que je prends un petit déjeuner avec un client, avec un fournisseur, avec un collaborateur? Et je me suis dit, allez, j'ai le temps, je prends un petit déjeuner. Et du coup, voilà, ça m'a mis un peu en difficulté là, en arrivant un peu en retard. Et c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, je veux toujours en faire un peu plus. Et donc, du coup, sur l'organisation de son temps, parfois, c'est difficile. Et il faut savoir, je crois qu'une bonne stratégie, c'est une stratégie de l'abandon. Il faut abandonner des choses et d'essayer de se concentrer que sur certaines. La stratégie du focus, en tout cas, dans les affaires, je crois que c'est la meilleure stratégie qui existe. Mais la stratégie du focus, les gens imaginent en disant, on va mettre de l'intensité pour se concentrer sur quelque chose, alors que c'est pas que ça. C'est aussi en abandonner d'autres. Je suis en train de le faire petit à petit. Hyper intéressant ce point-là, parce qu'effectivement, on le dit, choisir, c'est renoncer. Donc, savoir dire non, c'est pas simple. Et plus on avance, plus on grandit, plus on a d'opportunités. Donc, plus on doit justement dire non et savoir faire des choix. Donc, c'est effectivement très bien ce que tu évoques ici. Un autre point, c'est comment ton management a évolué. C'est un peu lié finalement, même si on n'a pas vraiment parlé de management jusqu'ici. Mais quand vous étiez une dizaine de personnes, aujourd'hui vous êtes 500, à quel point tu es proche de tes équipes? J'imagine qu'effectivement, tu as une équipe rapprochée, tu as des C-level à tes côtés, tu as des RH et tutti quanti, ce qui est capital encore plus dans ton industrie où c'est du business physique avec de l'humain, de l'homme sur le terrain, etc. Comment tu gères ton quotidien et le management opérationnel ou non opérationnel de l'entreprise? Quand on passe d'une organisation en fait, qui dépasse les 20 personnes, on n'est plus en direct avec les gens sur l'organisation. Et ça, vraiment, franchement, ce chiffre-là de 20, 25, en vrai, moi, je le vois systématiquement. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il va y avoir des intermédiaires et, en fait, il va y avoir des déperditions. Du coup, la communication devient une forme de pouvoir dans l'entreprise et il y a de la politique qui peut s'installer. Et du coup, on est moins rapide, on est moins efficace, on est un peu moins performant. L'information a plus de mal à passer. Il faut s'entourer, je crois, de gens en fait qui sont dans la même dynamique que toi, c'est-à-dire de pouvoir avoir envie. Je parle beaucoup de cette logique de progrès, mais j'y crois beaucoup. Mais en fait, en tout cas, qui vont pouvoir défendre tes valeurs. Si tu embauches des gens qui sont très performants dans leur poste, mais qu'en fait ils défendent pas tes valeurs, globalement, en fait, il faut tout reprendre à zéro. Tu parlais tout à l'heure de la culture. Je t'ai pas totalement répondu sur le sujet de la culture, mais en fait, cette culture, elle doit se défendre au quotidien. Et plus quand c'est pas toi qui l'insuffle cette culture, parce que t'es pas en face à face avec les gens ou que tu partages pas leur quotidien, en fait, c'est très difficile, tu vois, d'arriver à faire en sorte qu'elle existe dans le groupe, qu'elle existe dans l'entreprise, qu'elle existe dans les entreprises qui intègrent le groupe, qui comprennent en fait ce que c'est cette logique de performance. Est-ce qu'il aurait mieux fallu faire en sorte d'imposer notre culture? Est-ce que c'est plus intéressant en fait de prendre ce qui marche chez eux, ce qui marche chez nous, et d'en faire une culture commune? Je crois qu'en fait, c'est les grandes règles de culture. C'est-à-dire d'imaginer qu'en fait, tu vas repeindre l'entreprise que tu vas racheter exactement à tes couleurs. Moi, j'y crois pas beaucoup en fait. Ce que je crois, c'est que par contre, au départ, il faut intégrer des entreprises qui ont la même culture que toi, comme engager des managers intermédiaires qui vont avoir cette même logique de culture que toi. Moi, en tout cas, c'est une des clés que j'ai réussi à trouver. C'est effectivement, si je trouve des gens qui sont à peu près comme moi dans la façon dont ils envisagent les choses, globalement, ils vont pouvoir répercuter ma culture assez facilement. Et donc, du coup, là où je perdais en fait de la proximité avec mes équipes, j'en regagne parce qu'ils partagent avec moi en fait la même dynamique. Complètement. Il y a un sujet que je voulais évoquer avec toi, que je trouve hyper intéressant. Chez entrepreneurs.com, on accompagne énormément d'entreprises, mais aussi d'entreprises dans le BTP, dans le bâtiment, etc. Et on constate qu'il y a plusieurs choses. La première, parfois, elles ont une image un petit peu négative, que ce soit sur le marché ou autre. La deuxième, c'est que souvent les stratégies qu'ils emploient, qu'ils utilisent, sont assez archaïques. La troisième, c'est que le digital ou des stratégies commerciales assez poussées, différenciantes, c'est presque un sujet qui est inexistant dans la plupart des entités. Pour autant, si on annihile ces 3 points, on arrive à créer de la croissance, voire de l'hypercroissance. C'est exactement ce que tu as fait dans ton parcours et dans ce que je vois au travers de cet échange. Quels ont été les moments clés, les stratégies ou les choses, les décisions stratégiques importantes que peut-être tu as mis en place au sein du groupe pour pouvoir vraiment faire un switch
et aller chercher des grosses croissances. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a des années où tu as fait jusqu'à 100% de croissance, ce qui est énorme dans le domaine du BTP, encore plus dans une niche comme la vôtre où c'est assez spécifique. Comment est-ce que tu y es pris? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les secrets, même si j'aime pas utiliser ce terme, mais en tout cas les éléments qui ont fait la différence réellement? Il y a quand même des recettes. Il n'y a pas des recettes magiques, mais il y a quand même quelques recettes. C'est-à-dire qu'on est sur des marchés qui sont très techniques, où la technicité quand même est au cœur de notre business. Et sauf qu'en plus, ce qui est difficile, c'est que la technicité, elle change en fonction des différents projets. C'est pas tout à fait la même chose quand en fait on doit sauver Notre-Dame de Paris en participant au démontage de l'échafaudage incendié que quand on doit repeindre la Tour Eiffel ou alors qu'on doit être dans un réacteur nucléaire pour le réparer. On voit bien que les technicités peuvent être très différentes. Et donc du coup, ces entreprises, la plupart du temps, elles sont dirigées par des gens qui ont une forte compétence technique, okay, et qui sont souvent tournés vers leur outil de production. C'est-à-dire comment on va arriver à améliorer sa marge en étant plus performant sur le chantier. Très positif, c'est très très bien. Par contre, en fait, ils ont parfois un peu du mal à lever en fait la tête et à regarder ce qui se passe autour. Et que la première marge à aller chercher, c'est d'abord aller la chercher chez ses clients et de choisir en fait avec qui on va travailler et pas en fait subir en fait les gens avec qui on travaille, ses clients. Donc c'est d'avoir une stratégie en se disant en fait quels sont les clients avec lesquels j'ai envie de travailler et comment je vais pouvoir réussir à opérer avec eux. Et donc l'idée c'est peut-être d'arrêter de se focuser uniquement sur la production et de regarder en fait comment on peut mieux vendre ses services. Et je dis souvent ça aux entreprises qui me rejoignent parce que j'ai parfois ces dirigeants qui sont je crois que dans le groupe en plus on en a qui sont assez incroyables, qui sont vraiment des références français de leur métier, vraiment, qui sont vraiment ce qui se fait de mieux, etc. Mais par contre, tu peux être le meilleur dans ton domaine. Si tu sais pas vendre ton service, globalement, c'est pas très utile, quoi. Donc en fait, il y a vraiment cette logique-là, d'abord, effectivement, de leur apprendre à pouvoir présenter leur offre et apprendre à vendre à leurs clients la meilleure offre possible sur leur marché. Après, tu parlais de digitalisation. Effectivement, on est sur un marché qui est très archaïque. On imagine en fait encore que le BTP, et d'ailleurs, je te remercie de me donner aussi cette tribune parce que je le répète sans arrêt, le BTP, c'est une machine à progression et à croissance. Je suis l'exemple parfait que dans ce secteur-là, ça peut marcher. Alors que dans d'autres secteurs, comme la Startup Nation ou alors des éléments financiers, en fait, si tu sais pas lever de l'argent, si tu viens pas de la tech, si t'as pas de l'argent de ta famille, etc., si t'as pas fait HEC, une grande école, en vrai, c'est plus compliqué. Dans le monde du BTP, tu peux y arriver. Et donc, pour le coup, ça, c'est quand même un secteur qui te permet ça. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. On le voit, il y a des belles réussites dans le BTP avec des gens qui sont partis et qui étaient au départ sur les chantiers. Donc ça, c'est un véritable accélérateur, ce secteur-là. Et puis, en fait, c'est plus ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait de manière un peu archaïque le maçon qui faisait son travail toujours de la même manière. Aujourd'hui, on peut utiliser l'intelligence artificielle à ses métiers, etc. La clé, c'est de se faire accompagner par les gens qui sont des sachants dans chacun des domaines. En fait, si votre métier à vous, c'est d'être le meilleur carreleur du monde, c'est super, et que vous voulez vous développer, allez vous former avec les gens qui sont en capacité de vous expliquer comment va être le business, comment ça va fonctionner, plutôt qu'essayer de les faire les choses dans son coin. Ça fait gagner beaucoup de temps. Complètement. Je vais revenir tout à l'heure sur un point important, c'est les crises, la gestion des crises, comme test ultime notamment. Mais avant ça, je veux comprendre 2-3 éléments de ton état d'esprit. Tout à l'heure, tu évoquais, j'ai pas rebondi, sur le fait que quand tu étais petit, les huissiers toquaient à ta porte pour faire l'inventaire. Donc j'imagine qu'il y a eu des moments assez compliqués, challengeants, peut-être même des déclics qui ont été créés à ce moment-là. Est-ce que justement cette volonté de toujours progresser, de ne jamais manquer, d'aller chercher toujours plus, vient de là, vient d'un moment en particulier dans ton enfance, ou est-ce qu'il y a autre chose qui a été créé à ce moment-là ou à d'autres périodes de ta vie qui ont créé l'état d'esprit que tu t'es forgé, l'homme que tu es aujourd'hui et la locomotive que tu représentes pour non pas juste toi en tant qu'homme, mais tout le groupe et toutes les personnes qui te font confiance? Je pense que ça a été, en tout cas, je ne sais pas si c'est un déclic, c'est-à-dire comme Jeanne d'Arc, je me suis rendu compte un jour que c'était ça et que voilà. J'ai mis longtemps en fait à comprendre qu'en fait mon enfance, qui était une enfance pas très sympa, tu sais quand tu imagines une famille qui va chercher ses enfants à l'école le soir, qui les couche avec une histoire,
qui le matin, en fait, te prépare le petit déjeuner, etc. Ah, c'est à l'inverse de ce que j'ai vécu. Je me suis élevé quasiment tout seul. J'avais une maman qui travaillait beaucoup, qui était une maman célibataire, dans un quartier populaire, dans lequel c'était pas simple. Et en fait, le premier déclic que j'ai eu par rapport à ça, en tout cas, c'était de dire que je voulais sortir de ma condition, ça c'était une réalité. Et que plus jamais je voulais avoir des huissiers à ma porte qui viennent frapper et qui rentrent chez moi pour faire l'inventaire, ce que ma mère avait durement gagné au quotidien avec son travail pour arriver à s'en sortir. Et donc je pense que ça, effectivement, c'est une espèce de force. C'est pour ça que je suis parti très tôt de chez mes parents, de chez ma maman, qui était toute seule. Je suis parti à 17 ans, je suis allé en ville. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire et je suis allé dans la grande ville qui était à côté, qui s'appelait Lyon. Et donc, du coup, en fait, très tôt, je suis parti parce que je pense que j'avais vraiment cette volonté d'arriver à progresser et, en fait, à être sortir de ma condition d'enfance. C'est pour ça que j'ai fait les choses très tôt. Sortir de ma condition de là où j'habitais et de sortir de ma condition sociale pour gagner de la liberté et, en fait, pour que je fasse, je crois, quelque chose qui m'épanouisse et sur lequel, en fait, je puisse prendre mes propres décisions. Ouais. Pour autant, du coup, tu as fait le choix de faire des sacrifices. Ouais. Tu le disais en début d'échange où justement tu travailles énormément. Quand tu es à Paris, tu es à Paris et il n'y a rien d'autre à part ça. Tu as 2 enfants. Ouais. Donc tu prends la décision de passer moins de temps avec eux, de peut-être pas forcément les voir grandir intégralement, etc. Qu'est-ce qui te pousse à prendre ces décisions? Qu'est-ce qui te motive au travers de ça? Est-ce que c'est toujours cela te motive de changer ta condition et d'avoir une ambition encore plus haute? Est-ce que c'est autre chose? Comment tu trouves cet équilibre? Parce que tu m'en as parlé à plusieurs reprises, que ce soit dans le cadre de l'échange, mais aussi en off. Donc c'est quelque chose vraisemblablement de très important pour toi, la famille. Donc comment tu trouves cet équilibre? En fait, il n'y a pas d'équilibre. Et en fait, au départ, moi, j'ai été malheureux en fait, de ne pas réussir à trouver d'équilibre. Et d'ailleurs, je me rends compte je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Des gens autour de moi qui sont un peu dans cette logique-là, qui aimeraient être le meilleur papa du monde, qui aimeraient être le meilleur ami du monde, qui aimeraient être le meilleur mari, qui aimeraient être aussi le meilleur dirigeant de leur boîte. En vrai, il faut choisir ses combats. Et c'est hyper dur à dire, mais il faut choisir ses combats. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mes enfants. Ça ne veut pas dire qu'en fait, j'avais pas envie de passer du temps avec eux. Et ça ne veut pas dire que surtout, j'aurais pas préféré passer plus de temps avec eux. Mais j'ai passé plus de temps à voir ma famille sur FaceTime qu'en fait, à vivre leur quotidien. Ça, c'est une réalité. Parce que j'ai travaillé beaucoup et parce qu'en fait, c'est la seule chose que j'avais. C'était le temps que je pouvais dépenser pour mon travail. Maintenant, à côté de ça, aujourd'hui, mes 2 enfants sont grands. Mon fils est en 2e année de vétérinaire en Bulgarie et ma fille fait ses études en Angleterre. Et je sais que si j'ai les moyens aujourd'hui de leur payer ces études, c'est parce que j'ai fait ça. Et je crois que le rôle d'un papa, en tout cas, c'est aussi ça, c'est d'accompagner ses enfants, en tout cas, vers l'avenir et en fait leur donner en fait la possibilité de pouvoir vivre leurs rêves et les projets qu'ils imaginent. Et je suis très fier de ça, en fait, de pouvoir aujourd'hui payer des belles études à mes enfants, ce que moi j'ai pas pu faire. Et effectivement, ça nécessite des sacrifices. Alors attention, quand je dis ça, je cherche jamais à ce qu'on pleure dans les chaumières ou qu'on se dise il a fait beaucoup de sacrifices. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut en faire et que t'as pas le choix et qu'il faut choisir tes combats. À vouloir tout faire un petit peu, tu fais que les choses un petit peu et tu les fais jamais très bien. Si on veut tout faire, on fait rien, finalement. Pas correctement, en tout cas. Je suis assez d'accord avec toi. Un autre point, c'est que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que le début. Ouais. Du coup, c'est quoi la target? C'est quoi le goal? C'est quoi l'objectif? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être même plus par rapport au groupe? Qu'est-ce que tu veux créer? J'ai envie de créer la plus belle boîte du BTP du monde. Et qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, quand on arrive juste après l'incendie de Notre-Dame de Paris et que je suis appelé, il est minuit, et qu'en fait, le lendemain matin à 7h, je suis avec mes équipes dans la rue du Cloître qui est jonchée de pierres qui viennent de tomber de la cathédrale, et qu'en fait, on est là sur un monument qui est en train de s'effondrer, où on a les caméras du monde entier qui sont braquées sur nous. On se dit qu'en fait, on a quelque chose à faire qui va être extraordinaire. Et moi, ces moments-là, avec mes équipes que je vis, avec la réussite que ça représente, mais la difficulté surtout en fait que ça représente, faut jamais perdre de vue qu'en fait, on nous applaudit toujours à la fin, mais qu'en fait, sur le chemin, des fois, on a beaucoup de détracteurs. Et ça a été le cas pour les Jeux Olympiques à Paris. Je sais pas si tu te rappelles, Alec, mais en fait, les Olympiques à Paris, personne n'y croyait. Personne n'a croyé à cette cérémonie, personne ne croyait que ça allait marcher. Et en vrai, moi, j'ai vu l'escrime au Grand Palais, j'ai vu mes équipes qui m'ont dit, incroyable, mon chef de projet qui me dit, Xavier, Céline Dion qui m'a fait un check pour me remercier de l'avoir accompagné dans sa prestation à la Tour Eiffel.
on fait vivre des choses qui sont extraordinaires. Et en fait, ce qui me guide, moi, c'est de continuer à vivre ces projets qui sont assez dingues. Et c'est Tour Eiffel, c'est cérémonies d'ouverture, c'est Notre-Dame de Paris. En fait, il y en a de partout dans le monde, il y en a de partout en Europe. Et le projet, c'est effectivement d'amener mes équipes sur ces opérations qui sont complètement incroyables et qui vont permettre, en tout cas, de continuer à pouvoir progresser, à évoluer, même si c'est difficile. Mais en tout cas, d'être dans une logique en se disant, on va essayer d'aller voir plus loin, si on peut essayer de faire mieux, si on peut faire plus, si on va aller voir d'autres Tours Eiffel, d'autres Notre-Dame. Ouais. Donc tu te vois un jour attaché à la Statue de la Liberté ou la Burj Khalifa ou autre. Pourquoi pas? C'est l'ambition. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Intéressant. Parlons un petit peu de crise et comment on gère une crise. On a beaucoup parlé de croissance, on a beaucoup parlé d'évolution. Et on le voit à chaque fois dans tous les échanges, les discussions que j'ai avec des entrepreneurs qui connaissent des grosses croissances, il y a des moments où la structure, elle est un petit peu moins stable. Il y a des moments où il y a des crises, il y a des moments où il va falloir réajuster des éléments. Et il y a notamment des crises financières. À quel moment pour toi ça a frappé fort et à quel moment tu as dû réajuster certains éléments pour pouvoir justement perdurer et continuer à avancer? Déjà, j'ai une chance incroyable, c'est qu'en fait, je me rappelle pas des problèmes. Je sais pas pourquoi, en fait, comment je suis conditionné pour arriver à faire ça, mais en tout cas, j'ai une espèce de bouton reset dans mon cerveau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu un problème une fois, ou que j'ai un problème, en fait, très rapidement, en fait, je passe à côté. Je loupe une très grosse affaire. Sur le moment, ça me fait vraiment très très mal, mais en fait, la minute d'après, j'ai appuyé sur le reset et je me dis, allez, on va en chercher une autre, etc. Donc déjà, en fait, les difficultés que je peux rencontrer dans mon quotidien, globalement, en fait, c'est pas quelque chose qui me pèse sur les épaules. Maintenant, après, comment on gère les crises? J'ai envie de te dire que nous, en plus, on est un peu dans notre entreprise, dans notre groupe, on est des spécialistes de la gestion de crise. On nous appelle, en fait, quand il y a un éboulement des falaises en montagne pour qu'on aille sécuriser la falaise. Et donc là, il y a vraiment un moment de crise dans lequel il faut qu'on aille vite, il faut qu'on soit performant, et sur lequel, effectivement, on détient les clés de la réouverture de la route pour que les gens puissent rentrer chez eux, etc. Donc, il y a vraiment des sujets qui sont importants. Tu vois, je me rappelle d'un moment qui est assez clé là, ces dernières années. Il y a eu une explosion dans Paris, c'était l'explosion de la rue Saint-Jacques. Et en fait, je suis appelé à peu près pareil qu'à Notre-Dame de Paris. On m'appelle en me disant, Xavier, on a besoin de tes compétences. Il faut que tu travailles par contre main dans la main avec les pompiers parce qu'en fait, on ne sait pas s'il y a des gens encore sous les débris. On a besoin d'être extrêmement minutieux pour enlever les éléments les uns après les autres, etc. S'il y a des gens sous les débris, il faut qu'on puisse le faire correctement. Et toi, donc, tu es un spécialiste d'intervenir dans des milieux qui sont pollués, donc avec du plomb et de l'amiante. On pense qu'il y en a. On sait que tu as la possibilité d'intervenir vite et que tu interviens quelles que soient les difficultés d'accès. Et donc, tu vois, cette logique-là d'intervenir en milieu de crise, je pense que ça t'aide, en fait, à quotidien, quand on vit dans ton entreprise aussi, en vrai. Tu vois. Il doit avoir certainement les mêmes ressorts pour traiter les crises. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as un problème qu'en fait, il se traite pas avec un process. Quand on a une crise, quand on a une situation d'urgence, en fait, c'est de parfois faire vite ce qu'on fait habituellement. Mais c'est de faire respecter le même process, mais juste de le faire plus vite. Et une crise, je crois ça doit fonctionner effectivement avec un vrai process. Et chez nous, on a une cellule de crise qui est mise en place pour ces opérations-là qui sont hors normes, mais aussi s'il se passait quelque chose sur les opérations, sur les chantiers, etc. Donc en fait, je crois beaucoup, moi, au process pour faire les choses. Et je crois beaucoup qu'en fait, il faut se préparer avant qu'elles arrivent pour faire en sorte qu'on soit performant quand elles arrivent. On n'a pas le choix, en fait, d'être déjà prêt. Quand c'est arrivé, c'est déjà trop tard. Tu as beaucoup parlé de process, de plans, de standardisation. Pour revenir sur des plans, il y a notamment le plan Altitude 2024. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire qu'est-ce que c'est et quelles ont été les décisions les plus difficiles à prendre au travers de ce plan? Alors, c'est un plan, effectivement, en fait, de structuration du groupe. Et c'est un plan où, en fait, la volonté, c'est de se dire qu'est-ce qui est bien fait par les Bretons, qui pourrait être, en fait, duplicable chez les Marseillais. Qu'est-ce qui est bien fait dans ce qu'on fait en Suisse, qui pourrait être bien fait à Paris. Qu'est-ce qu'on fait bien sur l'île de la Réunion, qu'on pourrait bien faire aux Antilles, par exemple. Et en fait, c'est de récupérer les bonnes pratiques de chacune des entreprises, plutôt que de recommencer à zéro systématiquement et de commencer quelque chose de from scratch, d'utiliser les expériences et les bonnes pratiques qui sont faites partout pour arriver en fait à être plus rapide et plus performant. La clé toujours en fait, la chose que je défends, c'est il y a des choses qu'on peut faire vite, et il y a des choses qu'on doit faire bien. Mais en fait, les deux sont parfois pas très compatibles. Et donc le process permet parfois de pouvoir faire accélérer les choses qu'on doit faire bien.
Donc en fait, je suis devenu un peu étonnamment, alors que c'était pas du tout mon état d'esprit, un spécialiste des process et de l'organisation pour faire avancer mes équipes, pour les aider. En fait, si on donne un cadre à ces équipes pour performer, elles ont beaucoup plus de liberté, étonnamment, pour pouvoir performer dans ce cadre. Complètement. Et justement, comment est-ce qu'on crée un bon process? Parce que beaucoup d'entrepreneurs savent qu'ils doivent processer, qu'ils doivent standardiser, qu'ils doivent structurer, mais ne savent pas forcément comment s'y prendre. Parce que déjà, on va parler de priorisation. Est-ce que je vais faire un process pour absolument tout ou juste certains types de tâches? Est-ce que je vais faire les process pour les tâches que je fais moi, mais aussi les tâches que d'autres doivent faire? Est-ce que je fais des process où plusieurs personnes sont impliquées ou une seule l'est réellement? Comment ça fonctionne? Comment tu t'y prends? Il y a déjà une logique d'exemplarité. En fait, c'est très compliqué. Par exemple, tu vois, ces patrons un peu dinosaures qui, en fait, passaient leur après-midi au golf pour faire des affaires. Ça te parle, ça, Alec? Ouais. Comment t'expliques à tes équipes que ça va être difficile, qu'il faut avoir le couteau entre les dents et qu'il faut être sur le terrain de bataille si toi, tu passes ton après-midi au golf? Moi, ça me paraît compliqué. En tout cas pour moi, encore une fois. Et donc, du coup, en fait, c'est déjà d'abord avoir une logique d'exemplarité. C'est-à-dire, je peux pas dire à mes équipes, en fait, mettez-vous du process et puis moi, de pas m'en mettre du tout et de faire en sorte de pouvoir continuer à travailler comme je voulais le faire. Et donc, la première étape, en fait, c'est déjà, en fait, d'être dans une logique d'exemplarité. C'est-à-dire que s'appliquer ses propres process qu'on décide de faire. Si on met des choses en place, il faut d'abord, soi-même, en tant que dirigeant, être le sponsor de ces process et faire ce à quoi on croit. Et que ces process soient pas une prison dans laquelle, en fait, on puisse pas en sortir. Les process, ils permettent d'évoluer, en fait. Et je pense que un bon process, c'est un process qui évolue, mais qui n'enferme pas. Et ça, c'est une clé des process réussis, c'est-à-dire mettre en chose des choses qui vont te permettre de progresser et qui vont permettre aussi d'évoluer. Tu vois, il y a un truc, moi, qui me marque toujours par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui mettent en place dans leurs entreprises des process, moi je le vois, en fait, qui vont améliorer les conditions de travail de ces équipes. Moi, je dis pourquoi pas. Si c'est ça ton projet, c'est d'améliorer les conditions de travail de tes équipes, pourquoi pas. Moi, je crois qu'en fait, un process, il doit être tourné vers ce qui est le plus important d'une entreprise. C'est pas le CEO, c'est pas le PDG, c'est pas les actionnaires, c'est les clients. Le client, c'est la clé des entreprises qui réussissent. Et donc, il faut que les process, ils soient dans une logique de mieux servir son client, d'être plus performant pour son client, d'arriver à faire en sorte qu'il nous paye peut-être parfois plus rapidement, etc. Et en fait, quand on est client-centrique dans ces process, on ne se trompe pas. Et en fait, ça évite de partir sur des process qui sont tout et n'importe quoi et de perdre de vue, en fait, pourquoi on l'a fait au départ. Moi, j'ai vu plein de process, et j'étais le premier à le faire, à mettre des choses en place où, en fait, on ne savait même plus pourquoi on avait commencé à le faire. Et en fait, on se rend compte juste à la fin qu'en fait, on a une facture à payer de 50 000 €, plus du temps qu'on a passé, et on s'est complètement défocusé, tu vois. Alors qu'en fait, si on se pose toujours la bonne question, est-ce que ça va servir ma stratégie? Est-ce que ça va servir mes clients? Est-ce que je vais être plus performant économiquement, etc. Ça, c'est souvent les bons choix. Je t'ai pas posé la question, mais comment on fait pour gagner soit des appels d'offres spécifiques, soit la confiance justement de certaines personnes pour que, prenons le cas de Notre-Dame, tu es appelé à minuit, donc ça veut dire que tu es la première personne ou une des premières personnes à qui on pense dès qu'il y a ce type de problématique, notamment le cas de l'explosion que tu évoquais tout à l'heure à Paris, etc. etc. Est-ce que c'est parce que ça fait des années que vous êtes là et de fil en aiguille, le bouche à oreille, mais dans des cas où il y a moins d'urgence, comme par exemple les Jeux Olympiques, où là c'est de la planification des mois et des années à l'avance, donc il y aura des appels d'offres qui vont être envoyés certainement, il y aura plusieurs entreprises qui vont être en concurrence, j'imagine, et du coup le meilleur gagne, entre guillemets. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour justement réussir à sortir du lot, à devenir le meilleur dans l'esprit des gens, à faire en sorte qu'on pense à toi dès que c'est le bon moment ou le pire moment dans certains cas, mais qu'on pense à toi dans tous les cas? C'est une question que beaucoup de nos auditeurs vont se poser, j'imagine, parce que l'acquisition client, le cash notamment, tu l'as dit à plusieurs reprises et tu as raison, c'est le nerf de la guerre. On n'a pas beaucoup parlé de commercial, on a parlé d'énormément de choses, mais je vois aussi dans ta personnalité qu'un de tes points forts, c'est le contact humain, c'est le commercial, c'est le fait de gagner des deals, c'est le fait de développer un réseau. Comment tu t'y es pris et comment tu t'y prendrais si tu devais redémarrer de zéro? En fait, une relation de confiance, elle fonctionne s'il y a une logique de sincérité, je crois, et une logique d'honnêteté. Tu sais, je te parlais tout à l'heure en fait du respect des engagements. Et je te disais en fait les choses que tu fais une fois en fait définissent ce que tu seras à l'avenir. Et je crois beaucoup à ça. Et qu'en fait aujourd'hui, je respecte mes engagements avec mes clients. Et qu'en fait, quand je sais pas faire quelque chose, je dis que je sais pas faire.
on peut pas savoir tout faire, c'est pas possible. On n'est pas les meilleurs de partout. Et moi, je suis tout à fait prêt à dire à mes clients qu'en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Par contre, ce qu'on peut faire avec lui, c'est apprendre, s'il nous fait confiance. Il a une chose qui est sûre, c'est qu'en fait, on va jamais baisser les bras et qu'en fait, on va chercher toutes les solutions qui sont possibles pour mener à bien son projet. Et ça, c'est, je crois, une des clés de la réussite. C'est-à-dire, quand je sais pas faire, je dis que je sais pas faire et je dis à mon client la vérité. Et qu'en fait, ça crée une relation d'engagement et de confiance qui est mutuelle. Tu sais, Notre-Dame de Paris, on m'appelle à minuit, mais parce que avant ça, en fait, la personne qui m'appelle, avant ça, je fais une opération pour lui qui est une catastrophe financière. Je perds beaucoup d'argent sur cette opération. Je peux t'en parler. En fait, on intervient sur un bâtiment d'Henri Sauvage. Henri Sauvage, c'est un architecte des années 20. Et en fait, il y a des céramiques sur le bâtiment, c'est des petits carreaux. Et en fait, on doit nettoyer ces céramiques. Et donc, on est sur un monument historique classé. Et donc, on doit utiliser plein de méthodes qui sont pas agressives, etc. Et je passe des semaines et des semaines à nettoyer avec mes équipes à la brosse à dents, en fait, chacune des céramiques, etc. C'est pas du tout ce que j'avais prévu dans mon budget initial. Mais je dis à Richard Boyer, il s'appelle comme ça, je lui dis, Richard, en fait, on va aller au bout de ton projet. Moi, j'ai pris cet engagement avec toi, qu'on allait y arriver ensemble. Tu m'avais dit au départ que c'était difficile. On a pris un risque ensemble, on a entrepris. Voilà, on va aller au bout, quoi. Et je pense que, malgré tout, quand il m'appelle à minuit, après 7 concertés, c'est ça qui est assez beau dans cette histoire, après 7 concertés avec toutes les autres entreprises qui étaient sur place, avec les architectes, etc., et que c'est mon nom qui est ressorti en disant, en fait, si on a besoin de quelqu'un pour nous aider à accéder dans des zones qui sont très compliquées sur Notre-Dame, qui va pouvoir installer des filets, des toitures provisoires, il faut appeler Xavier. Je pense que il y a cette logique d'engagement. Et qu'en fait, moi, quand je prends un engagement, je vais au bout de mon engagement. Et quand je sais pas faire quelque chose, je dis que je sais pas faire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir m'engager à 100% pour pouvoir y arriver et pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et en fait, en plus, ça m'anime, en plus, ces projets-là, quand c'est difficile, quand personne n'y croit. Moi, j'ai envie d'y arriver. Je prenais l'exemple des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, personne n'y croyait. Personne ne croyait qu'on allait arriver à faire une cérémonie comme ça sur tous les toits de Paris. C'était extraordinaire. J'ai reçu des centaines de SMS de me dire « Ce que vous avez fait, c'est incroyable, c'est génial ». Donc, ouais, quand on veut, en vrai, qu'on se donne les moyens d'y arriver, quand on est sincère et quand on est honnête, quand on fait les choses avec du cœur, en vrai, je pense qu'en fait, ça marche. Ouais. Magnifique. Tu dis quelque chose de très vrai, c'est qu'on évolue, on grandit, on apprend, même dans certains cadres où ça paraît difficile ou qu'on n'a pas encore la compétence. Je reviens quand même sur un point, c'est que tu as démarré à la base, tu étais cordiste, donc tu as évolué au fur et à mesure, tu étais vraiment sur les chantiers. Et il y a un métier qu'on apprend que sur le terrain en général, c'est l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, ton rôle a changé. Même si tu n'aimes pas avoir ce titre, tu restes quand même PDG de ce groupe qui devient semaine après semaine, mois après mois, année après année, de plus en plus grand et énorme. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des doutes? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des craintes? Est-ce qu'à un moment donné, tu étais sceptique quant aux décisions à prendre, aux bonnes stratégies? Parce que tout ça, c'est nouveau pour toi. Mais en plus de ça, tu as des enjeux importants. Et en tant que dirigeant, on ne peut pas forcément montrer à ses collaborateurs qu'on a peur, qu'on a des doutes ou autres. On est souvent seul en tant qu'entrepreneur. Mais est-ce qu'à un moment donné, justement, tu t'es posé toutes ces questions, tu as douté, tu as eu peur, mais tu as osé et tu y es allé à fond? En fait, je crois à la force de la conviction. En fait, quand on croit très fort à quelque chose, déjà, en fait, on arrive à emmener des gens avec soi dans le projet. Et en fait, rien paraît impossible. Moi, je me fixe que des objectifs que je peux atteindre. Ça me crée de la réussite et de la satisfaction. Alors peut-être qu'ils sont pas assez ambitieux, mes objectifs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me fixe que des objectifs que je peux atteindre et auxquels, en fait, je sais que je vais pouvoir vraiment, ils sont parfois difficiles, mais sur lesquels, en fait, je sais que si je me dépense très fort, je vais y arriver. Et donc, ça, c'est aussi un bon moyen, en fait, d'être dans un mindset très positif, puisqu'en fait, je coche les cases systématiquement de la réussite dans mes objectifs que je me fixe. Alors, je m'en fixe beaucoup. Il y a beaucoup d'objectifs d'étapes, mais effectivement, je suis vraiment dans cette logique-là de me dire, en fait, il faut que je réussisse moi mes objectifs. Encore, c'est dans cette logique-là d'exemplarité dont tu parlais tout à l'heure. Après, est-ce que j'ai des doutes au quotidien? En vrai, peu. J'ai peut-être des doutes dans la façon dont on va faire les choses, mais pas là où on doit aller. Je sais de manière très claire où j'ai envie d'aller et comment je vais emmener mes équipes à cet objectif-là et comment, en fait, va être tracé le chemin. Alors, parfois, il n'est pas tout à fait dans la même direction qu'on avait décidé de prendre,
Mais en tout cas, là-dessus, j'ai aucun doute. Sur la vision, ça peut m'arriver de me poser des questions de comment on va s'y prendre. Et là, pour le coup, en fait, je fonctionne comme ça avec mes équipes. Venez me dire ce qui ne va pas. Viens m'expliquer sur quoi on peut être meilleur et sur lequel on peut être plus performant. Tu vois. Je pense que je suis insupportable là-dessus. Tu vois. Parce que je leur dis, c'est bien que vous me racontiez ce qui va bien. Dites-moi ce qui ne va pas. Quels sont les problèmes à régler ? Je veux être votre problème solver numéro 1. Qu'est-ce qui vous met en difficulté ? Est-ce que vous avez besoin de moi sur des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles ? Comment je fais pour être à vos côtés, en fait, un véritable sparring partner pour vous aider à progresser ? Super, partagez-moi vos réussites, mais venez me partager en fait les difficultés que vous avez, les choses qui sont compliquées pour qu'on arrive à travailler ensemble par rapport à ça. Donc en vrai, est-ce que j'ai des doutes ? Peu. J'ai hyper confiance en mes équipes. J'ai une chance incroyable, Alec, tu sais, en fait, je me suis construit une entreprise qu'avec des gens avec qui je voulais travailler. C'est-à-dire mes opérations de build-up, mes opérations de croissance externe, j'intègre dans le groupe des gens avec qui j'ai envie de bosser en vrai. Donc déjà, je les choisis. Je fais pas des opérations financières pour faire des lasagnes de chiffre d'affaires. Tu vois, ça m'intéresse pas. Je veux travailler avec des gens pour construire un vrai projet, vivre une aventure ensemble, vivre des choses qu'on ferait pas tout seul. Et donc ça, c'est assez génial, tu vois. Donc en fait, je choisis les gens dans le groupe avec lesquels je travaille, etc. Même si c'est difficile, en fait, tu vois, on vit des aventures vraiment sympas, quoi. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir les gens avec qui je travaille. Donc c'est plus facile. Et avec eux, j'ai l'impression que je peux aller au bout du monde, quoi. Je rebondis sur un point que tu as évoqué et qui n'est pas anodin. C'est que souvent, on se pousse à se fixer des objectifs qu'on aurait de la difficulté à atteindre. Des grands objectifs ambitieux pour se dépasser. Pour autant, tu as dit, je me fixe des objectifs que moi, je peux atteindre. Ouais. Et tu arrives quand même à aller chercher 20%, 30%, 50%, 100% de croissance. Tes ambitions, elles sont énormes, elles sont élevées, on ne pourrait même pas les chiffrer. Et pour autant, tu nous dis ça. Donc, c'est assez intéressant, c'est antagoniste avec beaucoup de conseils qu'on peut voir, ou en tout cas de postures qu'on peut voir. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça aussi un des secrets de ta croissance ? C'est de réussir à avancer lentement, entre grandes guillemets, parce que tu as quand même une très belle croissance, mais sûrement. Parce qu'au moins, tu sais que ce en quoi tu t'engages, tu peux le délivrer. Et chaque nouveau palier, chaque nouveau milestone est un nouveau standard que tu viens de poser pour pouvoir faire mieux l'année d'après. Tout à fait. Je souscris parfaitement à ce que tu dis. En fait, la croissance durable, qu'elle soit forte, qu'elle soit en hyper-croissance, mais durable. Tu sais que tu ne prends pas les mêmes décisions quand tu dois faire un exit dans 2 ou 3 ans ou quand tu dois construire une entreprise sur la durée. Et moi, je n'ai pas prévu de m'arrêter, en vrai. Aujourd'hui, je suis all-in dans mon groupe. Je n'ai pas fait d'opération de cash-out. Tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai laissé dans mon groupe. Et il nourrit la croissance. J'ai besoin d'en prendre soin de ce groupe-là et j'ai besoin de le construire sur la durée. On ne peut pas, je te le disais tout à l'heure, faire vite et bien, moi j'y crois pas. Il y a des choses qui prennent du temps à construire. La culture, ça prend du temps. Apprendre à gérer des plus gros chantiers, ça prend du temps. Tu vois, moi j'étais hyper fier d'une chose. On est la première entreprise de notre métier, qui fait les travaux difficiles, à gérer un projet aussi énorme qui est la 20e campagne de peinture de la Tour Eiffel. Et on m'a fait confiance à moi, on a fait confiance à mon groupe, parce que justement, en fait, on a dit que c'était possible et qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas faire. Et je pense que, je t'en parlais tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose qui me paraît être indispensable, c'est de faire les choses qu'on sait faire au moment où on sait les faire et pas griller les étapes. Moi, je grille pas les étapes. Je fais les choses avec le temps, parfois pas assez vite parce que je suis un véritable impatient dans les grandes difficultés que j'ai rencontrées. Tu vois, l'impatience, c'est un sujet qui est difficile pour moi. J'ai l'impression que les gens vont pas assez vite. J'aimerais leur mettre les doigts dans la prise, tu vois, pour que ça aille beaucoup plus vite. Mais du coup, j'ai appris qu'en fait, il fallait être patient sur les résultats, impatient sur les actions. Je suis impatient que les choses se mettent en route. Par contre, aujourd'hui, j'ai appris que les résultats prennent plus de temps à obtenir parce que l'entreprise et le groupe est plus gros, parce qu'on a plus de structure, parce qu'on n'a pas la même agilité qu'on avait auparavant. Mais par contre, il faut qu'on soit dans l'action. J'ai aucun problème à ce que mes salariés, en fait, atteignent pas leurs objectifs. Tu vois, ça, c'est important. Déjà, c'est eux qui se les fixent. C'est pas moi. On les fixe ensemble, justement, pour qu'ils aient la possibilité de pouvoir les atteindre. Et c'est un engagement qu'on prend en commun. Mais aussi, qu'ils les atteignent pas tout de suite, à la limite, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est quelles sont les actions qu'ils ont mises en place pour les atteindre.
Est-ce qu'ils ont travaillé dur pour y arriver? Est-ce qu'en fait, ils ont coché les cases du process? Et si c'est ça, en fait, moi, je vais t'aider à les atteindre, tes objectifs. Mais par contre, si tu n'es pas dans l'action et que tu es simplement dans la volonté d'avoir le résultat trop rapide, ça ne marche pas. On construit sur la durée. Complètement. J'ai plusieurs petites questions à te poser justement sur le fait d'aller viser toujours plus haut et atteindre les sommets. Pourquoi avoir repris 98% du capital et pas 100%? Alors, les 2% qui restent, en fait, c'est une histoire humaine. Je t'en parlais. C'est une jolie histoire. En fait, c'est un des actionnaires historiques de l'entreprise, qui était en fait la personne dans le binôme qu'ils étaient auparavant, qui était en fait sur les chantiers. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait des opérations de capital avec lui, il a doublé sa mise. Donc, je lui ai fait vers une belle equity story. Et je lui ai dit qu'en fait, les 2% qui resteraient vaudraient aussi cher que les derniers 15% que je viens de lui reprendre. Et que du coup, en fait, on allait encore une fois, mais cette fois-ci avec 2% doubler la mise. Et que voilà, on se rechallengeait par rapport à ça. Et puis, c'est quelqu'un avec qui je partage mon quotidien dans les affaires, etc. J'ai beaucoup de chance d'avoir. Donc, en fait, il y a cette logique-là de ces 90%. Et puis, pourquoi je voulais effectivement reprendre quasiment la totalité du capital du groupe? Je voulais montrer que c'était possible, qu'en fait, qu'on vienne des chantiers, qu'on soit ouvrier, et qu'en fait, ça soit possible de diriger le groupe qui est leader sur le secteur en France, sans dépendre d'investisseurs financiers, sans avoir de l'argent magique, etc. Et qu'en fait, le capital, il peut aussi être dans les mains de ceux qui font au quotidien l'entreprise, de ceux qui prennent des risques à entreprendre. Pour moi, c'était aussi une façon de montrer que c'était possible. Je crois beaucoup à cette logique-là d'exemplarité. Et je crois qu'en fait, c'est aussi une forme de give back, de montrer que c'est possible. Complètement. Aujourd'hui, vous êtes leader en France. Ouais. Pour autant, tu te tournes progressivement vers l'international. Qu'est-ce qui te pousse à aller à l'international? Est-ce que c'est la recherche constante de nouveaux défis? Est-ce que c'est justement le fait de pouvoir aller chercher davantage? Est-ce qu'il y a autre chose? Et outre la réponse que j'anticipe presque, c'est quelles sont les craintes, les peurs, les risques pour une boîte comme la vôtre d'aller justement à l'international? C'est un peu tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est à la fois le défi, mais c'est aussi la curiosité. Moi, je fonctionne comme ça, en fait. J'ai besoin, en fait, de me nourrir de nouvelles choses en permanence, tu vois. Et donc, ces nouveaux défis qui sont devant nous, c'est des défis qui sont fantastiques parce que je découvre des nouvelles personnes, des nouvelles pratiques, des nouveaux marchés, des nouveaux chantiers. Et en plus de ça, j'apporte un nouveau terrain de jeu, en fait, à mes équipes. Et ça, en fait, il n'y a pas d'horizon bloqué, tu vois. Je te disais tout à l'heure, c'est rigolo, ça me fait penser à ça, ce que tu me dis, mais en fait, je te disais que quand j'étais gamin, en fait, j'avais envie de sortir de ma condition. Mais je crois qu'aussi, c'est parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on m'avait mis un mur en face de moi et qu'en fait, mon horizon, il serait forcément bloqué, quoi, tu vois, et que je voyais pas plus loin. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie qu'il n'y ait pas de mur, j'ai envie de passer par-dessus, qu'on trouve des moyens, effectivement, pour aller avoir un horizon qui est encore plus ouvert et qu'en fait, on ne soit pas limité. Et je crois que ça, c'est une dynamique que je défends vraiment très forte, c'est-à-dire, en fait, se remettre quelque part en forme de risque. Et effectivement, c'est un risque. Quand tout va bien de son côté, je pourrais, on en a parlé tout à l'heure, optimiser mes process et puis, en fait, tous les ans, gagner beaucoup d'argent et, en fait, me sortir des gros dividendes. Est-ce que ça me nourrit, moi, personnellement? Son entreprise, c'est parfois, en fait, quelque chose de très personnel, en fait. Moi, c'est moi que ça nourrit. C'est moi qui ai envie de ça. C'est moi qui ai envie de ce projet. Je suis pas sûr que si je pose la question à mes équipes, alors qu'en fait, déjà, on est en train de consolider, on a fini de consolider le marché français, que demain ou après-demain, on va aller sur des gros marchés européens. Si tout de suite, là, dans la minute, ils te disent, vas-y, go, on y va, quoi. Tu vois, ils diraient, attends, viens, on prend 5 minutes, tu vois. Mais moi, c'est ça qui me nourrit. Moi, je me nourris de ces nouveaux projets, de rencontrer de nouvelles personnes, des nouveaux marchés, des nouveaux chantiers, etc. Et de faire en sorte de devenir, pas les plus gros, c'est pas ça qui m'intéresse, mais d'être les meilleurs sur les secteurs sur lesquels on opère. Être la référence technique de chacun des endroits où, en fait, on intervient et où on travaille. Qu'on se dise qu'en fait, on est peut-être les plus chers sur nos marchés, qu'on est peut-être, on choisit nos clients, etc., qu'on ne travaille pas avec tout le monde, mais par contre, quand on travaille avec nous, on sait qu'on est la référence absolue sur tous les marchés les plus complexes qui existent dans nos métiers. Et quelle va être l'approche justement pour développer et acquérir ce nouveau marché? Est-ce qu'on va être sur de la croissance externe, de la croissance organique? Est-ce que tu vas continuer à te dire, je vais racheter une boîte qui est spécialisée spécifiquement dans ce domaine, par exemple, je te dis comme ça, en Espagne, en Italie ou ailleurs, ou est-ce que tu vas faire en sorte de déplacer les équipes pour consolider les marchés ou pas du tout? Tu as déjà ce plan qui est écrit? Ouais,
Et puis, tu es bien informé entre l'Espagne et l'Italie. Déjà, bravo. Je l'ai spontanément sorti comme ça. OK. Ça me paraissait évident. Donc, Et c'est vrai que, en fait, ouais, j'écris tout, en fait. Je structure mes plans, etc. Souvent, je vais plus vite que les plans. En tout cas, l'entreprise, on va plus vite, donc on les réécrit plus régulièrement. Mais oui, effectivement, c'est écrit. Et en fait, je m'interdis rien. Je dis pas qu'il faut faire absolument de la croissance externe, comme je me dis pas qu'en fait, on pourrait pas créer from scratch une activité, comme en fait, on s'associerait avec quelqu'un. C'est très spécifique aux endroits où on doit intervenir. Par contre, ce que je sais qu'il y a un truc qui marche pas, c'est qu'en fait, si tu essayes de peindre l'entreprise que tu viens de racheter en bleu, blanc, rouge, si tu viens de France, en fait, ça marche pas. Ouais. Tu vois, la Suisse, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui on opère, on commence à arriver à avoir des résultats et commence à arriver à être performant. Ça a pris du temps parce qu'en fait, la culture du marché suisse est très différente de la culture du marché français et qu'ils ont déjà, en fait, au départ, plus de temps que nous pour faire les choses et qu'en fait, ils veulent faire les choses bien. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu différent parfois ce qu'on fait en France. Et donc, on a mis du temps, en fait, à comprendre ce marché-là, à comprendre qu'il fallait qu'on travaille avec des Suisses, que, en fait, ça soit ça aussi une des clés du succès. C'est pas d'arriver chez nous et de dire on a les super process, attendez, bougez pas, on va mettre la même chose chez nous que chez vous. Ça n'a pas marché. Et donc, ouais, je crois que non. Je m'interdis rien sur la croissance européenne. On a déjà des projets où, en fait, on est en train, là, incessamment sous peu, je ne sais pas quand est-ce que sortira l'épisode, mais en tout cas, on est en train d'ouvrir le Benelux, donc la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Effectivement, on se rend bien compte qu'il faut travailler avec des gens qui sont sur place, qu'il faut travailler avec des gens qui ont déjà la connaissance de leur marché et la connaissance, effectivement, de leurs clients, des gens, des manières, des us et coutumes, en fait. Et ça, c'est une des clés de la réussite. Donc, si ça doit passer par la création d'une agence, on le fera avec la création d'une agence. Si ça doit se passer par la croissance externe, on le fera comme ça, on s'interdit rien. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un modèle qui est uniquement fixe. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut opérer la croissance sur tous les secteurs. Tu dis on s'interdit rien et c'est assez intéressant. Donc, comment tu arbitres en fait le cash, ta capacité d'endettement et tes capacités de financement entre la croissance organique sur le territoire que tu maîtrises déjà et que tu opères déjà et la croissance externe avec finalement des paris sur le long terme. Tu évoquais la Suisse, c'est un marché que je connais bien étant Suisse du coup. Effectivement, le Suisse en général va prendre un petit peu plus de temps à te faire confiance. Il va aimer travailler avec des Suisses, c'est très chauvin. Par contre, une fois qu'il a vu que tu faisais de la qualité, qu'il te faisait confiance et que les process étaient bien suisses, en général, tu vas pouvoir être recommandé assez rapidement et puis pénétrer le marché de manière assez efficace. Et encore, la Suisse allemande est différente de la Suisse romande. Donc là aussi, il y a deux enjeux. Mais tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça demande de la bande passante, de l'énergie. C'est potentiellement aussi un associé opérationnel que tu vas avoir en plus dans le cadre d'une entité supplémentaire du groupe. Comment tu arbitres justement ces décisions, notamment avec ces deux marchés, l'Espagne et l'Italie que tu désires développer maintenant, avec le cash et les possibilités que tu as au niveau du groupe sur France? Il y a un truc qui est magique, c'est que déjà quand tu as un bon track record et quand tu sais gagner de l'argent et quand tu as fait tes preuves, déjà les banques t'ouvrent les portes en te disant venez vous asseoir et présentez-moi votre projet de développement. Et je pense que le track record, il est important. Il est important parce que moi, je sais gagner de l'argent. Je l'ai démontré, j'ai des très bons résultats dans mon groupe, très bons pour moi, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait faire encore mieux, mais en tout cas, on a de très bons résultats, on a une santé financière qui est solide, et en fait, quand on a démontré qu'on sait déjà faire, globalement, on a plus de chances d'aller chercher de l'argent qu'on a besoin de notre croissance. Nous, aujourd'hui, nos build-up, par exemple, dans nos opérations, on fait pas, il n'y a pas de clause suspensive qui est liée au financement de l'opération. Je finance sur capitaux propres quasiment toutes les opérations, et ensuite, je vais chercher de la dette et que je vais lever de la dette, et là, pour le coup, en fait, j'ai un process très rigoureux de mise en concurrence et je vais acheter de l'argent au meilleur prix, aux meilleures conditions, avec le meilleur term sheet. Et donc du coup, en fait, cette logique de se dire on a déjà les moyens de pouvoir faire les choses et on sait gagner de l'argent, globalement, déjà, il y a une logique où les gens nous font un peu plus confiance que si on arriverait comme ça, avec les mains dans les poches et qu'on n'avait pas toute notre expérience qu'on a accumulée et qu'on a pu démontrer. Maintenant, effectivement, c'est un pari sur l'avenir. On ne sait jamais si véritablement ça va marcher. Des opérations d'association, voilà. Si on va intégrer notre entreprise, est-ce que ça va marcher ? Ça fait partie du risque d'entreprendre, je crois, mais je m'interdis pas ni sur la taille, ni sur les pays, ni sur les marchés sur lesquels on opère. La seule chose que je m'interdis, c'est qu'effectivement, je pourrais pas travailler avec des gens qui sont vraiment breakers en termes de valeur, même si ça serait une bonne opération financière. C'est peut-être
Moi, mes garde-fous, ils sont à ces endroits-là. Et parce que justement, j'ai pas d'obligation. Tu sais, j'ai une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 98% de mon groupe et je suis quasiment, moi, pas endetté à titre personnel. C'est-à-dire que la croissance, elle m'a permis quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'en fait, je suis quasiment pas endetté. Et donc, du coup, j'ai aucune obligation. J'ai pas de dépendance, moi. Un financier où je suis pas l'obligation d'aller chercher du nouveau marché. Je le fais parce que j'en ai envie. Et donc, du coup, je crois que ça, c'est le meilleur moteur qui est possible. Complètement. Je t'écoute attentivement depuis tout à l'heure. Tout ce que tu dis, ça me parle à 100%. Mais j'imagine l'ouvrier qui peut-être est cordiste, comme toi il y a de ça 10-15 ans, qui écoute et qui se dit « Waouh, Xavier, inspirant, parcours incroyable, mais où est-ce qu'il a appris tous ces termes, tous ces sujets ?» Tu parles de finance, tu parles de management, tu parles de culture. Tout ça, c'est inconnu pour la plupart des gens, encore plus pour ceux qui sont sur le terrain, qui ont peut-être pas fait l'université, pas fait de grandes études, pas fait HEC, etc. Tu en parlais tout à l'heure en parlant du monde de la start-up, etc. Et je te rejoins. Je connais exactement ça parce que moi, j'ai pas de diplôme spécifique, j'étais ouvrier à l'usine, rien ne me prédestinait à entreprendre, donc j'ai dû apprendre sur le terrain. Ça n'a pas été facile, j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est des erreurs que j'ai le plus appris. J'imagine que toi aussi. Est-ce que tu as une ou deux erreurs, une ou deux anecdotes liées à ça qui t'ont le plus appris, si oui, lesquelles? Déjà, sur l'apprentissage, avant de te répondre sur les erreurs, en fait, je me suis formé. Je suis allé passer un Master 2 en direction d'entreprise internationale, en ETI. D'accord. Et en fait, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que je voulais au moins avoir le dictionnaire des gens avec qui j'allais communiquer. Donc, les banquiers, les avocats, etc. Donc, je suis allé me former et j'ai passé un Master 2 en même temps que mon travail. À l'époque, c'est quand j'étais chargé d'affaires, donc ça devait être en 2017, 2016, 2017, quelque chose comme ça. Et donc, ça a été un engagement important parce que tu fais ton travail au quotidien et en même temps, à côté, encore une fois, tu vois, tu fais une deuxième journée où, en fait, tu vas à l'école et tu apprends de vos métiers. Et puis aujourd'hui, en fait, dans mon quotidien, chaque temps de travail que j'ai, chaque temps de déplacement, je lis un nouveau bouquin, j'écoute un podcast et je ne travaille pas. Par contre, j'investis sur moi et j'apprends. Donc en fait, comme je me déplace beaucoup, ça me laisse quand même beaucoup de temps pour apprendre. J'ai à peu près un bouquin par semaine. Et puis j'écoute 2-3 podcasts, effectivement, en allant faire du sport ou dans mes trajets. Et donc ça me nourrit beaucoup aussi. C'est d'apprendre en permanence et tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, ta question sur les erreurs, on a le droit de tout se dire, Alec, ou pas? On a le droit de tout se dire. On est là pour ça. Je trouve ça hyper surcoté, les erreurs. En vrai, j'ai l'impression que les erreurs, c'est un truc de start-upper ou d'héritier. C'est-à-dire que eux, ils ont le droit de faire des erreurs. Je suis désolé de dire ça, mais moi, en fait, j'avais pas le droit de faire des erreurs. En fait, moi, il fallait que tous les jours, en fait, je mette à manger sur la table pour mes enfants, pour ma femme. Et en fait, j'avais pas la possibilité. J'ai pas de parachute doré. Si je perdais mon appart, en fait, j'avais nulle part où aller dormir. Donc, en vrai, je trouve que les erreurs, voilà, elles sont juste un peu surcotées. Maintenant, bien sûr que j'en fais. Bien sûr que j'en fais au quotidien. Et bien sûr que c'est mon quotidien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois que c'est Jean-Claude Van Damme qui disait The winner win, the loser lose. Tu vois, je trouve ça assez simple et efficace. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui gagnent, gagnent. Et puis ceux qui perdent. Et donc, les erreurs, moi, j'en tire pas beaucoup d'apprentissage. Par contre, j'en fais en permanence. Tu vois, là, il y a quelques temps, je me dis, allez, on fait beaucoup de choses sur les métiers de la hauteur. Donc, en fait, on va essayer d'ouvrir un shop qui va permettre effectivement de servir, en fait, les entreprises qui font des métiers de la hauteur, etc. Donc, je vais pour m'associer avec quelqu'un. Je mets un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que je prends un local, moi, je suis dynamique, on fait les choses, etc. Et en fait, j'avais pas coché quelques cases en termes de valeur avec la personne avec qui j'allais m'associer. Et en fait, le projet est tombé à l'eau parce qu'il a pris peur, parce que c'était beaucoup d'investissement financier pour lui, parce que c'était peut-être trop gros, c'était peut-être trop ambitieux. Et donc, je me suis retrouvé avec 300, 400 000 euros de dette sur les bras, à portée d'un projet que j'avais déjà commencé à lancer, avec plus personne pour faire, quoi. Donc ça, c'est une de mes dernières erreurs en date que je garde quand même bien en tête. Elle m'a quand même servi à me dire qu'en fait, d'abord, il fallait que je coche les cases effectivement de l'objectif, des valeurs et du chemin qu'on allait parcourir ensemble avant d'investir de manière aussi importante. Merci de nous le partager parce que ça fait relativiser aussi de se dire, OK, Xavier, c'est pas juste de la croissance, non. C'est aussi des erreurs, c'est aussi de l'apprentissage. Oui, t'as pas forcément le droit d'en faire parce qu'il y a des enjeux importants. Et je rebondis, t'es rapidement passé dessus, mais le fait de repartir en études,
de faire un Master 2 en gestion d'entreprise il y a de ça du coup 7-8 ans. Ouais. C'est pas anodin. Tu vois, tu es déjà père de famille, tu es déjà dans ta quête de gravir les échelons, tu as déjà prouvé que tu étais en capacité de, mais tu sens en fait que tu n'es pas outillé. Donc tu as l'humilité de te dire j'en ai besoin pour pouvoir parler le même langage, j'en ai besoin pour pouvoir aussi être reconnu, être respecté peut-être par des pairs et faire en sorte qu'on ait la même discussion et qu'on soit d'égal à égal pour pouvoir avancer. Et ça, c'est pas anodin. Et tu sais, Alec, il y a une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'en fait, tu rencontres des avocats, tu rencontres des fonds d'investissement, tu rencontres des clients parfois de haut niveau, etc. Et en fait, ils emploient des termes que tu comprends pas. Tu as l'impression qu'en fait, ils te parlent une autre langue, tu vois. Moi, je savais pas ce que c'était un OBO, je savais pas ce que c'était un LBO, je savais pas comment rédiger un pacte d'actionnaires. En fait, moi, j'avais déjà, quand je lisais mon contrat de travail, c'était bien, parce que même ça, c'était parfois un peu compliqué. Donc, en vrai, je savais pas tout ça. Et en fait, je pense qu'il faut être à l'aise avec le fait de poser des questions et le fait de pas savoir. Et c'est un bon moyen de progresser, c'est de poser la question aux gens, comment ils font, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et en fait, assez volontairement, les gens, quand tu leur demandes de l'aide et des explications, ils le font en plus. Bien sûr. C'est parfois, on est soi-même, en fait, le propre frein à sa compréhension ou à l'apprentissage, parce qu'on n'ose pas demander, etc. Donc moi, il y a bien un sujet que j'ose, c'est demander. Ouais. Bien sûr, elle fait de s'entourer aussi. Ouais, tout à fait. J'imagine que dans tes équipes, il y a aussi une seniorité qui s'est installée auprès des équipes rapprochées, où tu as recruté des gens qui avaient beaucoup plus de maturité business sur certains points pour pouvoir accompagner l'entreprise et le groupe au niveau où tu veux aller aujourd'hui. C'est absolument indispensable. Tu vois, sur le deal flow, nous, on fait beaucoup d'opérations de croissance externe, donc beaucoup de build-up, on rachète des entreprises, on prend des parts majoritaires dans les entreprises qu'on reprend. Et moi, j'ai eu besoin d'en faire beaucoup, en fait. Tu vois, comme un petit artisan qui a besoin de faire les choses, répéter les choses pour arriver à comprendre comment ça marche. Et aujourd'hui, j'ai un deal flow où, en fait, j'ai 5 nouvelles entreprises qui rentrent dans mon deal flow chaque mois. Et enfin, je rencontre 5 nouveaux entrepreneurs qui auraient soit la volonté de rejoindre le groupe, soit de céder leur entreprise, etc. Et du coup, en fait, le fait d'en rencontrer beaucoup, ça m'a nourri en termes de data de manière hyper efficace, d'arriver à mieux comprendre ce métier-là, de comment il allait se pratiquer, de mieux comprendre les termes. Tu vois, j'ai découvert des choses là récemment sur les conventions de croupiers, qu'il y avait des choses qu'on pouvait mettre en place par rapport à ça. Passionnant, c'est intéressant. Ouais. Hyper intéressant, hyper intéressant. Et cette volonté justement d'apprendre, de grandir, est-ce qu'elle a une fin ou pas? Je crois pas. C'est sans fin en vrai, non? Je suis d'accord. C'est un jeu où il n'y a pas de fin. Et d'ailleurs, c'est la quête qui compte plus que le résultat. Tu vois. C'est super en fait de vouloir une belle voiture, tu vois, de s'acheter la dernière Porsche qui vient de sortir. Je trouve ça génial, tu vois. Aujourd'hui, en fait, ce qui me plaît le plus, c'est d'imaginer que je vais pouvoir l'acheter plus que de l'avoir. Je me rends compte que quand je l'ai, en vrai, le jeu est quasi terminé de cette quête. Et ce qui me plaît, en fait, c'est dans cette quête de pouvoir aller avoir la possibilité de pouvoir me l'acheter, etc. Une fois que je suis dedans, que je la conduis, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai fini le jeu, quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette quête quasiment infinie, tu vois. Et je trouve que c'est cool parce que c'est lié à l'apprentissage, parce qu'on arrive à devenir tu sais, c'est pas bullshit de dire ça. Il y a beaucoup de développement personnel, etc. Tu vois, mais de dire de devenir une meilleure version de soi-même, je trouve qu'en vrai, enfin en tout cas pour moi, ça a vraiment du sens. Tu vois. Est-ce que j'arrive à être un meilleur papa, un meilleur mari, un meilleur CEO? Est-ce que j'arrive à être un meilleur sales? Est-ce que j'arrive à être un meilleur ouvrier? Je trouve que c'est assez passionnant. Ouais. J'ai une toute dernière question pour toi, Xavier. Merci déjà pour tout ce que tu as partagé. C'était un échange hyper intéressant. Merci à toi. Avant de te la partager, je m'adresse à vous. Si vous avez aimé cet épisode, comme à chaque fois, au moins autant que je n'ai eu de plaisir à l'animer, eh bien faites-le nous savoir. Dites-le nous dans les commentaires, partagez la vidéo, likez la vidéo. C'est grâce à vous, si on en est là aujourd'hui au travers du déclic, que vous ayez écouté en audio ou en vidéo, eh bien partagez un maximum cet épisode. Xavier, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie? Peut-être que tu n'as jamais partagé ailleurs, que tu n'as en tout cas peut-être pas encore partagé dans le cadre de cet échange. Ça peut être une simple phrase, une citation, une situation, quelque chose de positif, moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Pas facile, ta question, Alec. Est-ce que j'ai un déclic qui me permettrait, en fait, qui a été game changer? C'est ça, en fait, le sujet. Je crois que c'est quand j'ai compris que j'avais une forme, je le dis avec beaucoup d'humilité, un espèce de super pouvoir. C'est qu'en fait, je me lève tous les matins avec une énergie qui est hyper débordante. Et comme si je me couche le soir comme si c'était Noël demain, tu vois, que j'allais ouvrir des cadeaux. Et que cette énergie, en fait, quand j'arrive à la partager
avec mes équipes, avec les gens avec qui je travaille, en fait, on arrive à faire des choses qui sont extraordinaires. Et je crois que quand j'ai compris ça, c'est devenu un super outil à développer. Et en fait, j'arrive à la partager aujourd'hui, j'arrive à faire en sorte d'accompagner des belles réussites, parce que on a beaucoup parlé de mon parcours et je t'en remercie. Mais en fait, je suis pas le seul dans mon groupe. Dans mon groupe, des Xavier Rodriguez qui ont évolué, qui sont arrivés comme ouvriers et qui sont aujourd'hui à la tête de leurs entreprises. Il y en a aussi. Et il y en a plein. Et en fait, cette énergie, cette volonté de pouvoir faire les choses, le fait d'oser et de se mettre de barrières, de casser les murs qu'on a devant soi, quand j'ai compris ça, ça m'a permis véritablement d'accélérer. Ouais. Merci Xavier. Merci Alec.